Salut les sportifs de salon! Cette semaine, je reçois Kevin Vallée de Alley-Oop 360 et Manu Sainte-Croix. Puis on met un terme au débat dans la NBA, c'est qui le plus grand de tous les temps? Tout ça après ceci. Yes sir! Salut guys! Salut! Bienvenue au Sportcaster! Et la bonne nouvelle, c'est qu'on continue de parler de basket, les boys. Ah, c'est bon, ça. Tellement content. Pour vrai, je viens de réunir. OK, écoutez, les gars, je pense que c'est la fois où la discussion avant l'épisode aurait pu donner un excellent épisode. Ça aurait pu être un bonus sur Patreon. Ça aurait pu être un bonus feature sur Patreon que les gars auraient payé. Ouais. Honnêtement, bienvenue, Manu Sainte-Croix, fan de basket. Ouais. Un gars qui connaît son sport. Pour vrai, tantôt, on a une jasette, puis tu pourras animer. Je suis sérieux, je te shotgun pour me remplacer. Si je suis pas là, pour vrai, Manu, on va le faire. Le gars de radio, tu sais, fantastique. Il y a même des sports que je faisais comme, ouais, je le savais, ça, moi aussi. Je savais pas. Et on a avec nous autres, ben, le pro du basket, le prodige de 18 ans, Kevin Vallée, responsable du super site web Alley-Oop 360, c'est ça? Ouais. T'aimes-tu mieux qu'on dise Alley-Oop 360? Non, 360, c'est bon. Un super ambassadeur que vous avez pu entendre au 91.9. Les gars, le basketball leur commencé. Oh mon Dieu. Comment ça va? Ça va beaucoup mieux que dans les derniers mois. Ouais. Avez-vous aimé ça, ce que vous avez vu? Moi, je trouve que le setup, je le trouve beau. Ouais, non, moi, j'ai été agréablement surpris parce que au début, j'étais bon, il n'y a pas de fans, c'est une bulle. J'avais vu un peu au hockey, j'avais vu la MLS, puis je suis comme, je sais pas si j'aimais ça. Puis, juste le premier match que j'ai vu, moi, la bataille de Los Angeles. Là, moi aussi, je l'ai écouté. Puis juste ça, puis l'intensité des joueurs. Puis j'ai OK, ouais, je pense que j'ai aimé ça. C'est très intime. C'est l'avantage du basket dans le sens que football, c'est un gros stade, baseball, c'est un gros stade. La Ligue nationale, tu as des estrades vides tout autour. Mais le basket, c'est facile de créer un petit espace qui est vraiment tout petit puis intime avec des fans sur l'écran. Puis ça paraît pas, moi, je trouve, quand je regarde un match. Parce que c'est déjà du basket de série, c'est déjà de la grosse compétition. Hier, Celtics-Blazers, c'était incroyable. C'était un match, c'était comme un match de finale de conférence, sincèrement. Fait que l'espace qui a été créé est malade, puis la bulle est étanche, donc tout fonctionne bien à date, justement. Ben là, techniquement, c'est ça que ça dit. Ce que ça dit, c'est qu'on devrait plus avoir de problème de COVID à moins d'un fail. Le bout de tough, il est fait. Là. Fait que techniquement, à moins d'une histoire qu'on comprendrait pas, les gars, il y aurait plus de cas de COVID qui viendraient un petit peu affecter les équipes ou le line-up. Ils sont dans la bulle. Ils devraient pas, mais s'il y a un joueur qui décide de sortir ou pour raison X, ben peut-être que oui, ça pourrait jouer, mais je regarde comment qu'ils ont géré tout, même le Lou Williams qui est parti et tout ça, ça apparaît pas. Puis l'intensité est là. Puis le niveau du match, parce que moi, les gars, il faut que je vous avoue tout de suite, je suis le plus jeune fan de basket, techniquement. Je m'intéresse à tous les sports, puis à chaque fois que je rencontre des vrais boys de basket, je m'excuse, parce que pour vrai, c'est le sport que j'aurais jamais dû délaisser. Puis là, quand je vois que Kevin connaît plus ça que moi à 18 ans, puis il sait c'est qui Wilt Chamberlain, puis moi, je savais pas flotteuse. C'est très impressionnant. Je pense que c'est un des seuls qui, à son âge, même... Il y a beaucoup de monde de mon âge qui ont joué au basket longtemps, puis tu vas dire Wilt Chamberlain, frère. De qui tu parles? Oh, j'ai juste su qu'il a fait 100 points. Ouais. Mais c'est exactement ça. Fait que pour vous autres, là, quand vous écoutez la game, vous trouvez que le niveau de basket il est atteint. On revient à ce qu'on voyait normalement. Ben, je pense que c'est plus que ça. Ah ouais? C'est pas du basket de saison régulière en ce moment-là. Ah ouais? Ah ben là, les équipes se battent pour une place. Surtout dans l'Ouest, là, on se bat pour la 8e place. Les Pelicans n'ont pas l'air d'avoir compris à date. Là, ils gagnent pas vraiment, mais les équipes, ils se battent pour une position. Ils veulent reprendre leur rythme pour avoir un bon momentum en série. Donc moi, je trouve que c'est pas de la saison régulière. On est déjà en série, puis c'est déjà un niveau qui est vraiment satisfaisant pour nous autres. Toi, tu me confirmes ça. OK, vraiment. Oui. Mais je pense que c'est dans la mentalité aussi du basket. Parce que n'importe quelle partie que tu joues playground, que tu joues une partie qui compte, tu joues toujours avec une grosse intensité. C'est rare que tu vas voir au basket que le monde va se slacker. Surtout s'il y a un enjeu. Puis je pense que la génération maintenant de basketteurs, mais je pense que ça a toujours été de même, mais avec un LeBron James ou Chris Paul, où
tu sais, ce monde-là, c'est comme, ah non, on veut gagner. On joue pour gagner. On joue pas pour juste jouer, on joue pour gagner. Je pense que l'éthique du travail dans le basket, c'est le sport où c'est le plus important parce que chaque possession compte. À chaque fois que tu es sur le terrain, tu as le ballon dans tes mains, ça compte puis ça peut changer le match. Donc, je pense que il y a beaucoup de gars qui arrivent de milieux difficiles aux États-Unis, puis là, il y a pas de off days au basket. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est vrai que c'est un sport qu'on n'a pas beaucoup reproché ça. Au hockey, on entend souvent ça. Tu sais, des joueurs là que ils étaient pas là ce soir, il y avait un break. Au basket, très rare. C'est vrai. Puis à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de joueurs. C'est top de pas jouer. Ouais. Tu peux pas. Ça va tellement vite, tu vas en offense, tu retournes en défense, tu peux pas juste marcher. Exact. Si tu le fais, ben ton joueur il score. Je comprends. Moi, je l'ai vu quand j'ai écouté The Last Dance, le documentaire. Il y a beaucoup de séquences que, pour ceux qui l'ont pas écouté, The Last Dance, je sais pas ce que vous faites en ce moment, là, mais écoutez le documentaire sur la saison 98 de Michael Jordan, qui explique à quel point c'est un athlète exceptionnel. By the way, c'est sûr que vous l'avez écouté comme des fous vous autres ici. Moi, je l'ai écouté 2 fois. Ça m'a fait réaliser que les pratiques, c'était important. Il y avait beaucoup d'anecdotes de pratiques, l'équipe olympique, tout ça, que les gars... même le score en pratique avait une importance. Fait que je comprends ce que vous voulez dire, que les gars ils ont réussi à rester motivés en top, que ça a quand même un impact au niveau de l'intensité du jeu. C'est ça que vous me dites? Oui. OK, je comprends. Puis tu parles de l'Athens, ça a toujours été comme ça. Même le Dream Team 92, il y a un autre documentaire qui en parle, puis tu vois, il fallait que c'était la mentalité. C'est OK, moi, je suis le meilleur shooting guard. Je vais te montrer. Moi, je suis le meilleur point guard. Je vais te le montrer. Il y avait vraiment des compétitions comme ça. Puis c'est resté là. Puis ça a comme été transmis de génération en génération. Même au All-Star Game, des fois, tu as vu la rivalité entre Kobe et Michael Jordan. Et voilà. C'est vrai pareil. Et voilà. La compétition au basket est partout. Là. Les joueurs vont faire des scrimmages en été puis ils vont être super compétitifs dans Drew League. On veut tout le temps s'améliorer puis on veut tout le temps être le meilleur possible. Fait que je pense que c'est le sport que c'est le plus exemplifié, moi, je pense. Ah, c'est hot. Vous autres, qu'est-ce qui fait, là? Ça a parti d'où l'histoire du fan de basket? Parce que là, toi, il va falloir que tu me l'expliques, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, jeune, là, mais pour vrai, il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce qui fait que c'est ça, votre ADN, que vous l'avez écouté tout le temps. Parce que moi, je veux que les gens qui finissent d'écouter notre podcast, notre épisode, il y ait le même effet que quand j'ai écouté The Last Dance, qui retournent et ils disent « Ah, c'est hot d'écouter du basket, j'en veux plus, let's go, qu'est-ce qu'on regarde? » Expliquez-moi ça, d'où ça part pour vous autres. Pourquoi vous avez eu la piqûre? Moi, ma piqûre, elle date de 2 ans. Ça fait vraiment pas longtemps. Moi, j'ai été un gars de hockey toute ma vie. J'ai grandi comme gars de hockey, puis c'est toujours ça que j'ai regardé. Puis sans délaisser les autres sports, je suivais quand même les résultats, puis les joueurs principaux. V'là 2 ans, quand je suis rentré à Cité, j'ai rencontré mon cofondateur du site, Liam Hood. Puis lui, c'est un gros gars de basket. Là. C'est un fan des Raptors et tout. Et puis, ça m'a un peu poussé à regarder un peu plus. Je me suis acheté NBA 2K19. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder les games des Raptors. Puis ça, sincèrement, c'était un déclic. Juste de même, là, à chaque jour, tout ce que je faisais, c'était regarder du basket, puis à m'informer, puis regarder des vidéos historiques, puis réapprendre un peu l'histoire, parce que c'est dur de partir de zéro. Mais en seulement quelques mois, parce que quand je suis passionné par quelque chose, faut tout que je sache. Je peux pas me faire planter. Je peux pas me faire planter dans un argument. Donc là, j'ai hâte de voir ça un ami de mon coloc qui venait à l'appart, puis lui, il check ça le basket depuis longtemps, puis il connaît tout. Là, je vais pas me faire planter dans un argument. C'est tout le temps comme on va apprendre encore plus. Puis c'est ça. C'est un déclic. Puis après, 6 mois après, je me suis dit, bon, ben moi, je suis un gars de médias. Fait qu'il faut que j'aie une plateforme pour en parler. C'est pour ça que j'ai parti. Chapeau, man. Pour vrai, j'encourage tout le monde à aller lire tes articles. Monsieur X, on peut aller utiliser notre ligne, montrer ça serait vraiment super. Parce que pour vrai, moi, je trouve que vous êtes rapide à mettre du nouveau stock. Mais en plus de ça, je trouve qu'il y a des affaires que j'apprends. Ça, pour moi, ça a de la grande valeur. Parce que, tu sais, pour lire les scores, des fois, ça devient lourd, l'histoire du match. Mais quand tu as la chance d'aller avoir des affaires, des anecdotes, des trucs qui n'ont pas été dits, ou, tu sais, des fois, même, je trouve que tu étais vite. Le match, tu as parlé des Clippers, là, LA, les deux. Tu nous as dit probablement avant tout le monde qu'il y aurait 2 joueurs des Clippers qui ne joueraient pas. Fait que je suis genre, OK, ils sont vraiment allumés, puis tout le kit, là, tu sais.
Yes. Mais, pis toi, Manu, qu'est-ce qui fait que tu tripes, toi? Moi, ça fait très longtemps. Quel âge t'as, Manu? T'es aussi un jeune prodige de 40 ans. Ouais, d'avoir 40 ans dans un mois. Ça paraît pas, je sais. Une chance. Non, mais c'est... j'ai de la famille aux États-Unis. Puis mes cousins, ils venaient chaque été. Puis en 88, mon cousin, il a emmené une cassette VHS du concours de Slam Dunk de Michael contre Dominic Wilkins, qui était à Chicago dans ce temps-là, puis mes cousins viennent de Chicago. OK. Fait que, tu sais, le airtime, tout ça. C'était là. Fait que ça a commencé là un peu. En 89, quand les Bulls ils ont battu Cleveland, match numéro 5, quand Jordan fait son shot, c'est le premier match de basket que j'ai vu à la télé. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de basket qui jouait. Là. Puis on sentait que t'étais tombé sur une bonne game. C'est ça, c'est comme, c'est genre, on change les postes. Hey, c'est les Bulls. OK, boum. Puis on voit le shot. Mon frère, même encore, des fois, on fait... Jordan over Elo, the Bulls win. On leur dit. Après, tu joues... J'avais les Patrick A. Wings, les shows de basket. Ça, c'est comme la seule édition qu'il y a eu. Puis, fallait que t'aies ça. Fallait que t'aies ça en 6e année. Puis après ça, t'avais NBA Inside Stuff. Puis les dimanches, c'était l'affaire de NBA on NBC. Puis avec Ahmad Rashad. Puis c'est là que ça a commencé. Vince Carter, quand il était avec North Carolina, moi je me rappelle, je l'avais vu. OK, lui, c'était Antoine Jameson, la star. Puis tout le monde, moi j'étais comme, non, c'est Carter. Puis quand j'ai su que les Raptors avaient Carter, là, je suis comme, wow. Fait que ça a pris du temps. Ma première équipe, c'était les Bulls, évidemment. Jordan est parti. J'ai plus d'équipe. Quand Carter est arrivé avec les Raptors, j'ai commencé à les aimer. Lui puis McGrady. Quand les deux sont partis, j'ai lâché les Raptors. Comme aussi, ça me... Après ça, quand LeBron est arrivé à l'Elite, à peu près un peu l'année d'avant, parce que j'étais un fan de Dwayne Wade plus que LeBron. Hey, ça, c'est drôle. Ah ouais? Ouais, plus que LeBron. Puis LeBron, je commençais à lire un peu comme toi. Moi, quand je connais pas quelqu'un ou je connais pas quelque chose, il faut que j'aille lire pour gagner mon argument aussi. Puis là, j'ai aimé les comme ça. Yeah. Okay, ça, je te dis tranquillement, on finit par ça. On est dans notre salon, c'est correct. Fait que ça a été les hits. Puis là, les Raptors ont recommencé avec DeRozan puis Laurie, puis j'aimais leur style. Puis là, j'ai dit, bon, tu sais quoi, je reste au Canada, les Raptors. Seule raison que je ne prendrais plus pour les Raptors, c'est s'il y a une équipe à Montréal. Ça serait la raison. T'es fier d'être fan des Raptors? Tu trouves que c'est une belle équipe? Oui, la façon qu'ils ont fait pour faire l'équipe du Canada, le Western North, d'aller chercher les petites communautés. Il y a une belle attitude. Puis moi, je trouve que ce qui a aidé aussi, j'étais très surpris de ça, c'est quand j'ai vu qu'il y avait 2 joueurs francophones dans l'équipe. Ça, moi, ça m'a fait capoter de dire aïe, aïe, man, c'est fantastique, ça rajoute de quoi au bout. Le ratio est meilleur qu'à Montréal. Il y en a même 3. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ibaka, Siakam, puis Boucher. C'est vrai. Est-ce que, on est-tu dans on est dans l'ère de quoi en ce moment du basket, là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans notre époque en ce moment qu'on va se souvenir dans 20 ans de notre basket actuellement? Moi, je pense que c'est les dernières années de LeBron James. OK. C'est ce qu'on va se rappeler parce qu'en ce moment, ce qu'il fait à son âge, c'est complètement ridicule. Okay. Il n'est pas supposé faire ça. Là. C'est l'une des meilleures versions de LeBron James qu'on a vu jusqu'à date, puis il a 35 ans. C'est pas supposé arriver. Fait que je pense qu'on va se souvenir beaucoup de ça. On va se souvenir des nouvelles vedettes. Je pense que Luka Doncic va être très haut dans la liste all-time. Sincèrement, j'ai un gros coup de cœur sur ce jeune-là. Moi, je pense que la nouvelle wave de joueurs, ça va être des guards plus grands comme LeBron puis Luka. Puis tu vas avoir d'autres gars qui vont arriver comme ça bientôt. Des gros guards qui passent bien le ballon. Je pense que c'est ça la nouvelle wave parce que pour moi, les passes, ça vaut plus que les rebonds. Puis distribuer puis rendre ton équipe meilleure, c'est ça qui rend... C'est exactement ça. Tu sais, nous autres, t'as parlé de Dwayne Wade. Ouais. Moi, Dwayne, c'était un de mes joueurs préférés. Je trouve ça drôle que tu dis ça. Je capotais sur Dwayne Wade. Puis pour moi, c'était ça. Dwayne Wade, c'était un joueur pas grand, mais tellement complet, distribuait bien. Puis nous autres, on a connu Steve Nash, mon gars, qui était... Steve Nash va rester encore un des meilleurs distributeurs de ballon de l'histoire. Là, fait que je suis content. Je trouve ça intéressant que tu nommes ça parce que moi...
sais, on essaie de pas trop comparer les époques parce que les choses ont changé. T'sais, on en parlait tantôt que Jordan, on regardait The Last Dance, les gars, ça buvait des bières après les games. Les gars, ça fumait dans les locker rooms, des cigares à Star. On voit moins ça. Tu sais, l'alimentation, ça s'est amélioré. Les gars peuvent jouer plus tard. Probablement que LeBron va en profiter aussi. Est-ce que Stephen Curry mérite... Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va se souvenir dans l'histoire? Moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je pense que oui parce que, tu sais, autant que je suis un grand fan de LeBron, je trouve que Stephen a changé. Ben, ça a commencé à changer, puis lui, il a juste été la face de comme, tu sais, le 3 points aussi loin, d'être constant comme ça. Tu sais, le petit guard, pas gros, mais qui shot. Tu sais, maintenant, tous les jeunes, tu sais, dans mon temps, moi, le monde, tu veux dunker. Ok, je comprends. Il fallait que tu dunks. Si tu dunks, t'es comme wow. Ouais. J'ai failli, là, mais. pas plus. Mais là, maintenant, c'est de faire le 3 points le plus loin possible puis qu'il rentre switch sans toucher l'anneau. Puis c'est rendu c'est normal. C'est une signature. Il y a quelque chose d'apprécié là-dedans. Exactement. Fait que oui, ça va changer. LeBron, à 35 ans, qui fait tout ce qu'il fait, oui. Mais le monde oublie qu'en 98, Jordan avait 35 ans. Et il a gagné le MVP. Et le MVP de All-Star et le MVP de la finale. Mais Jordan a pris sa retraite, LeBron en a encore pour des années. C'est ça le point, c'est vraiment, ça va être d'apprécier la légende de LeBron qui vient à sa fin. Et le fait qu'en ce moment, la ligue, c'est wide open. N'importe quelle équipe. Moi, je peux te nommer 6 équipes cette année qui peuvent gagner. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant. Mon Dieu, je voulais aller sur Steph avant. On va y aller. Regarde-toi avec Steph, parle-moi de ça. Je vais dire les équipes. Vas-y. Raptors, Celtics, Bucks, Lakers. Oh mon Dieu, j'en ai 7. Clippers, Rockets, Nuggets. Sais-tu qu'est-ce que j'aime dans ta déclaration? Quoi? C'est que je t'ai écouté à la radio puis on t'a posé la question c'est Raptors. Puis t'as dit non! T'as dit que les Raptors, tu pensais qu'ils se rendraient pas. Tu les avais pas mis dans les 5 équipes qui pouvaient répéter. Non, je les ai juste mis dans un tier en bas. Ah, ok. Là, on est rendu avec ça, le premier tiers, c'est Lakers, Clippers. Ensuite, j'ai Bucks, Raptors puis Celtics. Puis ensuite, le troisième tier, c'est Rockets puis Nuggets. Ah, les Rockets, j'ai bien. Moi, ils ont gagné hier contre les Bucks encore. Moi, je n'aime pas les Rockets. Juste pour compléter sur Steph, je vais juste dire mon hot take. Je pense que c'est tôt pour le dire, mais Steph Curry va être le 2e meilleur point guard de tous les temps. Reconnu. Ouais. Pas le meilleur, le deuxième, parce qu'il y a une différence entre meilleur puis grandiose, le greatest. On comprend, ouais. Puis le deuxième, premier, c'est qui? Magic Johnson. Ouais. Okay. Parce que encore là, c'est tôt pour le dire, mais Steph a changé l'époque. Ouais. Puis quand Steph est arrivé et a commencé à tirer des 3 points à une vitesse ridicule, la ligue a changé. La ligue a commencé de plus en plus à prendre plus de 3 points. Ça a changé le jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, puis regarde, c'est une belle transition. On va aller vers les Rockets. C'est pour ça qu'une équipe comme les Rockets aujourd'hui peut se permettre d'aller avec un alignement small ball, puis 5 joueurs sur le parquet qui peuvent tirer de la ligne. Non, je comprends ton point, puis c'est une bonne analyse. C'est vrai que le numéro 1, une chance, t'as dit Magic parce que là, t'aurais perdu. Mais, tu sais, le monde... Parce que la position de point guard, parce que ça, c'est ma position que j'ai jouée toute ma vie, puis même encore, j'ai encore l'instinct d'aller chercher. C'est ça que tu surveilles, mais avant, un point guard, c'était tu passes et tu shots après. Comme ta job numéro 1, c'est de trouver ton joueur libre. Fait qu'un Magic, c'était extraordinaire. Puis tu sais, un John Stockton qui était pas flamboyant pour 2 sous, pour moi, c'est dans le top 3. Puis t'avais un Isaiah Thomas aussi, mais Isaiah Thomas, à cause de tout ce qu'il a fait avec Jordan, pis ça, ben, il va toujours être oublié parce que le monde oublie ça. T'avais un Iverson qui était un point guard, mais là, ils l'ont mis shooting guard, mais c'était un point guard aussi. T'en as tellement. T'as Penny Hardaway qui était Jason Kidd. Jason Kidd, le monde oublie, mais Jason Kidd était tout un passeur. Fait que tu sais, il y a tellement... Curry, c'est juste quelqu'un à part, selon moi. Mais comme Steve Nash avait commencé un peu, c'était un des premiers à faire beaucoup de 3 points, puis à faire des dishes, tout ça. Puis Curry a juste emmené ça à un autre niveau. Pourquoi que j'aime moins les Rockets? Je vais te le dire pourquoi. Le small ball, je suis d'accord. La seule chose, c'est que il y a quelque chose de Harden avec Westbrook qui ne clique pas dans ma tête. Ça, et puis, D'Antoni a toujours été un face. C'est bien beau que tu scores 60 points dans le match. Mais si tu fais 60 points, mais l'autre équipe gagne, là, ils ont gagné, là, ça va bien à date, par exemple. Ça va bien. Je sais pas, tu sais, dans une série, exemple contre les Lakers,
contre, tu sais, que même contre les Bucks qui ont des plus gros joueurs, parce qu'à un moment donné, dans une série, on s'entend que faut que je joue sur ça. C'est bien beau que tu joues small ball, mais si t'es pas capable d'avoir quelqu'un qui garde des grands joueurs comme AD pis ça, ou LeBron James, je suis pas sûr. Mais j'ai jamais été un grand fan des Rockets, à part quand c'était à Lodge One dans le temps. Mais à part de ça, les Rockets, j'ai jamais été un big fan. Le problème, c'est que les Rockets, puis c'est ça que Daryl Morey explique, c'est que les deux paniers qui sont les plus importants au basket, c'est les lancers francs et les tirs de 3 points. Ouais, c'est exactement ça qu'ils font. Hier, les Rockets ont tiré 61 fois de la ligne de 3 points. Ouais, ils ont égalé le record. 30 fois de la ligne des lancers francs et seulement 31 fois des 2 points. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont plus tiré de 3 points que tous les autres tirs combinés. Wow. Donc là, les lancers francs, c'est ça qu'Harden fait. C'est ça sa signature un peu avec le step back. Ouais. Donc là, on priorise ces tirs-là. Et puis même si tu joues contre une équipe comme les Bucks, qui va avoir Giannis, qui va évidemment avoir un bon 30 points dans comment tu vas appeler ça là, la bouteille, la peinture, peu importe. Mais si les gars autour de Giannis peuvent pas marquer parce que la défense de périphérie des Rockets est bonne, ça limite beaucoup. Ouais. C'est pour ça que les Rockets ont gagné hier. Ben, toi, t'es plus statistique que moi. Tu analyses beaucoup plus, puis c'est bon. Là. Moi, je suis plus old school. Là, comme la vibe. La vibe. Mais moi, c'est vrai que c'est contre-intuitif. Leur système de jeu est complètement contre-intuitif. Mais je trouve que le basket, encore une fois, c'est le oldies qui parle en moi. Là. Le basket, c'est en premier l'intuition, puis après ça, les stats. Fait que tu peux avoir les meilleurs stats. C'est vrai. C'est vrai si que. Si t'as pas l'intuition, t'as pas la hangue, tout ça, tu gagnes pas. C'est pour ça que l'année passée, on s'entend que les Rockets, pas les Rockets, les Golden State avaient un meilleur starting 5. Meilleur 4. Parce que le 5e, on oublie toujours c'était qui le 5e. Ouais, c'est ça. Que les Raptors, c'est vrai que Durant n'était pas là. Je vais leur donner ça. Par contre, les Raptors avaient une hargne, avaient un système, il y avait un désir de gagner qui était plus fort. Tout le monde contribuait. Puis ils l'ont encore. Ils l'ont encore, c'est ça. Pour ça que, tu sais, quand tu disais ton Tears, les Raptors, j'étais comme, OK, c'est comme qu'ils disent en anglais, un sleeper, parce que le monde oublie comment il était bon sans sans Leonard l'année passée. Puis oui, Leonard les a emmenés là, mais c'était l'équipe. C'est ça qui est le fun des Raptors, c'est l'équipe. Laurie, c'est ta vedette, mais c'est comme l'équipe. Là. Tu peux tu mets ton meilleur joueur contre Laurie, tu fais tout ton système, il y a quelqu'un d'autre que tu t'en rends même pas compte, même dans leur banc. Mais tu sais, le championnat, on remarque tous les sports confondus, les équipes qui gagnent un championnat, on dirait qu'après, il y a une pression de moins sur ses épaules à tout le monde. Ouais. Tu sais, at the end of the day, si on perd, on a été champion à un moment donné, on l'a fait. Puis là, ils ont vécu de l'adversité. Parce qu'on s'entend que moi, je pense que, mettons, on revient avec les Raptors, sans les 76ers, je pense pas qu'ils gagnent toutes. Parce que, honnêtement, ça les a tellement amenés dans leur dernier retranchement, ça les a tellement poussés à être dans les difficultés que les autres équipes, là, ça avait l'air de jouer au ralenti. Puis les Bucks avaient tout pour les battre. Là. Moi, je trouvais que les Raptors, là, je sais pas vous autres, là, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu une game où une équipe avait l'air petite comparé à un autre. Là. Les Bucks, ils avaient l'air tellement gros comparé aux Raptors. Mais comme tu as dit, la combativité, de la manière qu'ils jouent. Puis moi, je pense que cette année, il y a tellement eu de blessures du côté des Raptors que là, l'équipe est enfin réunie. Fait que, tu sais, on dit un sleepers. L'équipe était toujours bien deuxième à l'Est, à ce que je sache. C'est ça, mais je veux juste dire, les analystes, tout le monde qui parlait des Raptors ont toujours fait « Ah ». C'est surtout parce que c'est aux États-Unis. Il y a un manque de respect envers les Raptors. Exact. Définitivement. Puis c'est la seule équipe que dans son line-up, on compte pas un contender pour le MVP. Moi, ça, je trouve ça beau. Ça en dit long sur le fait que, tu sais, Siakam a contribué beaucoup. Là. D'ailleurs, j'ai lu un article sur Alley Hoop 360 qui expliquait le comparatif entre Kawhi l'année passée et Siakam. Lui, il a amené énormément. Fait que moi, j'y crois. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Mais il y a des équipes que, tu sais, j'étais surpris de les voir battre les Lakers. Les Lakers que je voyais comme invincibles jusqu'à la fin, je me disais, les autres sont reposés. Ça va être l'enfer. Puis pourtant, on dirait qu'ils les ont mis dans la poche en arrière. Peut-être que je me trompe. Il manque de profondeur, mais quand tu as LeBron James dans ton équipe en série,
T'as pas besoin de profondeur. Ouais, c'est ça. Ben, Oui, t'en as besoin, surtout quand t'as des grosses équipes à affronter, mais LeBron, c'est un différent animal en série. Donc, c'est pour ça que tu dois les mettre au sommet malgré tout, surtout que maintenant, je veux pas dire le meilleur coéquipier de sa carrière, parce que Dwayne Wade est un meilleur joueur, puis il va terminer plus haut sur la liste all-time, mais Anthony Davis, c'est peut-être celui qui le complète le mieux. Parce que c'est le lob des alley-oops, la menace que c'est, là. Anthony Davis, personnellement, ça c'est un hot take, je pense qu'il est meilleur que Giannis Antetokounmpo. C'est un joueur plus complet, qui peut amener plus sur plus. Tu sais, mettons, Giannis il est dominant près de l'anneau, c'est ça qui fait son charme, mais AD peut tirer de la ligne de 3 points, il y a des bons fadeaway, c'est un gars qui peut aller marquer des alley-oops, tout ça. Donc moi je pense qu'il est meilleur. C'est un bon point. Tu regardes au niveau complet, mettons. Là. Non, c'est vrai, AD, c'est parce qu'il a tellement joué longtemps avec les Pélicans que tu voyais pas. Ouais. Puis, tu sais, avec toute la saga de comment je veux plus jouer là. Puis, on oublie comment il est bon, ce gars-là. Ah, ouais, c'est ça. Puis, lui, c'est drôle parce que c'est un point guard. Avant de rentrer à l'université, c'était un point guard. OK. Et il a grandi un peu comme Scottie Pippen. OK. Un point guard. Oui, c'est vrai. Super vite. Puis, c'est ça qui fait qu'il peut être bon partout. Puis oui, il complète super bien LeBron. Mais si vous remarquez, tous ceux qui ont gagné les championnats presque dans toute l'histoire, oui, tu as tes vedettes, mais si ton banc n'est pas fort, puis même les Bulls de 95-96, c'était des role players. Tu sais, des Steve Kerr. À part Steve Kerr, là... tu sais, il y en avait le Will Perdue, là. Hey, mais ça a été bon. Bill Wellington, là. On était tous, même si c'est un Canadien, un Montréalais en sur quoi. Mais on était pas. Tu sais, ils faisaient leur job. Ben, moi, l'année passée, je l'ai vu, là, Van Vliet, l'année passée, sans lui, on gagne pas. On gagne pas. Tu sais, il y a bien des gars qui sont arrivés au bon moment. On avait de la discuter autour de la bouteille avec les équipes physiques. On dirait qu'ils trouvaient toujours une façon, là. Iguodala, c'est ça, Iguodala, je suis nouveau, les gars, là. Mais Iguodala, pour moi, tu sais, il nous faisait mal à chaque match. Dès qu'il embarquait, il sortait les gars de sa game, tu sais, il y avait de la misère. Mais c'est le bench, Gasol amène ce qu'il amène. Moi, je pense qu'on accepte leur rôle aussi dans les Raptors. C'est ça qui est vraiment important. Puis il y a bien des gens de l'entourage du basket qui disent que l'important dans une équipe, c'est pas nécessairement les points. C'est juste que tu peux pas avoir un gars sur le banc qui est frustré. Il faut que le gars il sache exactement c'est quoi son rôle parce que sinon il se sent pas assez impliqué dans le succès de l'équipe. Les Raptors ont perfectionné ça. Tu sais, je pense que tu as à peu près 7 joueurs qui peuvent avoir 20 points n'importe quel match. C'est ça qui est cool, c'est que mettons le match contre les Lakers, Kyle Lowry a un méchant match, mais le prochain ça pourrait être Van Vliet, puis l'autre d'après ça pourrait être Siakam, puis l'autre d'après ça pourrait être Norman Powell qui en marque 34. Les Raptors sont tellement complets, puis je pense que aussi au niveau défensif leur versatilité c'est du jamais vu. Ils jouent je sais pas trop combien de systèmes différents contre n'importe quelle équipe. Ils ont tellement de façons de contrer l'adversaire, puis autant mettons tu peux avoir en attaque des combos, tu peux avoir un combo Lowry Siakam, Van Vliet Siakam, tu peux combiner tellement d'affaires ensemble là. C'est le club le plus complet je pense en ce moment dans la NBA. Les Clippers seraient un prétendant assez près parce qu'ils ont une équipe très complète, mais les Raptors en ce moment c'est un sleeper dans un sens, mais quand tu regardes la chimie puis le système de jeu, Nick Nurse c'est incroyable. Je sais pas si c'est le meilleur entraîneur de la NBA en ce moment, mais sûrement top 3 avec Greg Popovich puis probablement je suis plus capable de Greg, je le déteste. Les Spurs ont gagné hier, ils ont pris le 9e rang. C'est ma pire équipe. Les Spurs, là, même dans d'autres sports, des fois, on me demande les équipes que j'ai le plus. Tu dis les Colts d'Indianapolis. Mais les Spurs, pour moi, Tim Duncan était malheureusement un des basketteurs les moins charismatiques, les moins intéressants. Puis il a gagné, il gagnait tout le temps. Mais les Spurs, qu'est-ce qui est spécial avec eux, c'est que quand ils ont commencé à être bons, c'est quand Greg est arrivé, t'avais David Robinson, Tim Duncan est arrivé, là, ça a comme changé. Puis, à ce moment-là, tu disais, j'étais dans ma jeune vingtaine. Ça fait longtemps. Et je détestais, moi aussi, les Spurs. Je les détestais, mais quand tu regardes comment ils jouent, c'est le basketball pur. Le plus 101. Le plus 101. Tim Duncan, de Fundamental. C'est le... Tu sais, il y a un power forward, c'est un des meilleurs all-time, si c'est pas le meilleur.
Fait que là, tu es en train de me dire que si je fais la liste des top, mettons, 100 de tout le temps, ben top 10, mettons, on va aller top 10. Moi, Tim, il est obligé d'être dedans. Je le mets là-dedans. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Puis c'était lui la franchise, c'était lui le joueur. Tu sais, en avant, parce que, tu sais, quand même, eux autres, ils ont eu des belles équipes, là. Tu sais, Manu était en forme en maudit dans ce temps-là. Tony Parker. Tu peux faire l'argument que Tim est plus haut que Shaq dans le all-time list. Ah, facilement. ouais. Wow! Shaq, Moi, je suis pas capable. Oui, au niveau basket pur, je suis complètement d'accord avec toi. Mais l'éthique du travail, tu sais, Shaq il a pris beaucoup de poids, il pratiquait pas. Jamais... Mais c'est ça qui était spécial de Shaq. Comme j'ai lu sa biographie, moi je suis un fan de ça. Et tu sais, il disait, comme il expliquait comment il était, puis encore une fois, une chance qu'il y a eu aussi Phil Jackson. Mais ce gars-là, c'est vrai que s'il y avait eu l'éthique de travail de Tim Duncan juste un petit peu, Shaq aurait été dans le top 3 absolument. All time. Absolument, parce que lui-même, il dit, écoute, je suis pas un fou des stats à ce point-là. Il disait, j'ai raté tant de nombre de lancers francs dans ma carrière. Si j'en avais rentré 50% de plus, je serais, je pense, 2e all-time pour les points. Donc, si le gars il avait pratiqué ses lancers francs en plus, s'il avait eu une meilleure éthique du travail puis qu'il avait été un peu moins flamboyant hors du terrain, il aurait pu être facilement plus haut. Donc moi, je dis pas... moi, j'ai un gros débat. Je ne sais pas si je mets Tim Duncan ou Shaq plus haut. Mais c'est pas la même position aussi. Mais c'est vrai, dans le all-time, c'est vrai. Non, t'as raison. Tous les temps, parce que si on y va pas avec la position... t'as raison. Non, tu mets Tim en avant de... Parce que Shaq, pour moi, il a aidé beaucoup à l'impact du... Tu sais, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand je parle avec des gens qui ne suivent pas un sport, mais connaissent très bien les athlètes. Ça veut dire que le gars, tu sais, il rayonne, il fait vraiment rayonner. Shaq, c'est la grandeur, tout ça, mais tu vois, c'est la première fois que j'entends ça, l'aspect éthique de travail qui entrait, parce que ça avait l'air d'un gars que, tu sais, je sais que Phil Jackson, là, il y avait des anecdotes qui donnait des livres à lire. Il essayait de... Les seuls qui lisent les livres de Kobe qui a lu les livres de Phil. Phil, il l'explique dans son livre, là, Eleven Ring, qui est un des meilleurs livres de basket à lire, là, selon moi. Puis, il l'a fait avec tous ses joueurs. Phil, il donnait des livres à tous. Jordan ne l'a jamais lu. Shaq non plus. Dennis Rodman, je pense pas non plus. Mais Jordan... non. Il l'a lu? Je sais pas s'il a lu, mais je sais que l'impact de Phil Jackson sur Rodman... Je te dis pas qu'il était aussi fort que Chuck Daly, ça c'est sûr. Mais ça me surprendrait pas qu'il l'aurait lu. Ça se peut, ouais. Rodman, c'était le gars qu'il fallait pas sous-estimer. Non. C'est vrai qu'il était très surprenant. C'est un des meilleurs défenseurs. Ouais. Lui, pourquoi il est pas considéré comme un gars dans le top 10? Il est fort de Parce qu'il a gagné partout où il est allé, lui. Il a gagné avec 3 équipes différentes. Puis il spécialisait sur quelque chose que le monde sent, qui est très important. Les rebounds. Qui est dur à faire. Mais que, tu sais, il faisait 20 rebounds, 0 points. Ouais. Ça, c'est spécial. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Ah oui? Surtout de l'ancienne époque, là. Même avant d'avoir écouté The Last Dance, je trouvais que c'était un gars fascinant. Puis moi, un de mes moments préférés de tous les temps, c'est le 3 points de Dennis Rodman sur Karl Malone après leur... on l'a vu dans The Last Dance. Là, ça, c'est un des moments les plus badass de l'histoire de la NBA. C'était malade. Mais écoute, Rodman, c'est tellement un personnage. Le gars, il est meilleur ami avec Kim Jong-un. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Là. Tu peux pas... écoute... Il est tourmenté, ce gars-là, par exemple. C'est ça qui est triste parce que il aurait été encore un joueur encore meilleur. Ce gars-là, il a une vie tellement weird, mais qui a réussi à aller où ce qu'il était, où ce qu'il est allé. Tu sais, souvent le monde me disait c'est qui la meilleure équipe de tous les temps, mettons les Bulls de 96 ou les Golden State de 2016. Je dis les Bulls gagnent. Ben oui. Là le monde dit non. Je dis regarde, tu mets même avec Durant, les Bulls gagnent. Parce que tu mets juste Rodman sur Durant, il passe à ce point-là? Parce que Rodman, il était capable de te rentrer dans toi. Tu sortais de ta game. Ça, il l'a appris avec les Pistons. Puis les Pistons, tu voulais, tu les haïssais. Sérieux? Ouais. Puis c'est pour ça que je te disais tantôt, le basket d'avant, des années 80-90, tu avais peut-être un petit peu moins de talent que maintenant, mais le côté mental était beaucoup plus fort. OK. Comme tu apprenais à jouer, là, tu rentres en dedans, là, tu te fais fauter. Mon coach me disait, tu fautes, faut que le gars il pense 2 fois. Maintenant, tu peux plus entendre ça. C'est pour ça que c'est juste ça qui me fait que pour moi, Jordan est en avant de LeBron. C'est juste à cause de ça, parce que Jordan avait une mentalité
que tu peux pas reproduire nulle part. Même Kobe, là, il était proche, mais... De toute façon, la carrière de LeBron est trop tachetée pour qu'on puisse le mettre numéro 1 all-time, selon moi. Moi, je déteste l'argument de 3 victoires, 6 défaites en finale. Moi, j'en parle même pas. Je déteste ça parce qu'il s'est rendu en finale. Puis, tu sais, Jordan, les grosses équipes qu'il a affrontées, c'était avant de se rendre en finale. Donc, je pense qu'ils ont 93, non? Parce que 93, les Suns étaient meilleurs que les oui, Bulls. Oui, en 97 et 98, les deux fois, absolument. Ils disaient les Jazz vont gagner. Absolument. Mais la raison pourquoi la fiche de LeBron en finale est négative, c'est parce que c'était tellement facile de s'y rendre que... je comprends ce que tu veux dire. L'adversité avant la finale n'était pas comparable. Mais sa carrière est quand même... il y a quand même trop de négatifs un peu autour de son nom. Puis, tu sais, encore là, c'est un gars, il n'y a pas de reproche à lui faire en dehors du terrain. Tu sais, il a bâti une école. Il est encore avec son high school sweetheart. Tu sais, c'est pas un gars qui court partout. En dehors du terrain, il est impressionnant. Mais il y a encore beaucoup trop de critiques à son égard pour son jeu sur le terrain. Tu sais, quand il a été limité à moins de 20 points contre JJ Barea contre les Mavericks en finale. La défaite contre les Mavericks, ça a fait mal. Ça a fait vraiment mal à sa réputation. Tandis que Jordan, c'est la définition de grandiose. LeBron aura jamais une marque de soulier qui est aussi globale que Jordan. Ça en fait partie. C'est pour ça que LeBron sera jamais à ce niveau-là. LeBron, c'est le meilleur joueur de son époque, absolument. Puis tu peux même faire l'argument, encore une fois, que c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais pas le plus grandiose. C'est le plus complet, peut-être. Le plus athlétique. Ouais, moi je dirais plus complet aussi. Vrai. Mais il y avait toutes il y a tout pour être le meilleur. Ouais. Pippen, il a dit ça dernièrement. Il dit l'affaire, c'est qu'il y a des affaires que LeBron fait que c'était pas. Puis le basket, il était pas fait pareil non plus. Exact. Fait que, comment je pourrais dire, c'est. Je comprends. Puis j'ai souvent des débats avec plein de monde. Puis c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me dit qu'est-ce que tu vas te dire? C'est comme wow, c'est pour ça que là, t'es dans mon top. T'es dans mon top, là. All time. All time, peut-être pas, mais ça fait assez longtemps. Mais pour quelqu'un que ça fait juste 2 ans, oui. Bravo pour de vrai. Merci. Mais tu sais, moi je donne toujours l'anecdote en 2017 quand que J.R. Smith a lancé son 3 points et que il n'aurait pas pu. Tu sais, LeBron s'est effondré, qui est normal comme tout athlète, je pense. Il a emmené les Cavaliers là. Il a tout fait. Mais à ce moment-là, la différence entre Jordan et LeBron, c'est que Jordan, au time-out, il aurait frappé JR, il l'aurait battu. Puis après ça, il n'y aurait eu personne qui aurait touché le ballon autre que Jordan. Et Jordan aurait scoré tous les points. Ah ouais, ça aurait été comme ça. Puis l'autre truc qui est un peu ridicule, à mon avis, avec l'argument du 3 victoires, 6 défaites, c'est comme dire que les défaites de Jordan en première ronde ne comptent pas. C'est comme dire quand Jordan perdait en première ronde, ça compte moins que LeBron qui perd en finale. Je m'excuse, mais perdre en finale, là, c'est pas mal, je veux dire, gagner en finale, c'est pas mal plus difficile que gagner en première ronde. On s'entend. Exact. Ça, c'est l'autre point qui me tanne un peu avec cet argument-là. Ben moi, de toute façon, tu sais, Jordan, ça a été indissociable aussi que les gars, ils ont été dans des grandes équipes. Tu sais, moi, je me souviens qu'il y a une époque où LeBron n'était pas dans une équipe qui aurait été aussi dominante côté, je trouve, le talent autour de tout ça. Je trouve pas non plus que les coachs, côté coach, Jordan a été très gâté quand même. Ben oui, puis non. Parce que si tu regardes de 84 jusqu'à temps que Phil Jackson arrive, il n'y a pas des bons coachs. Il y avait. Puis, tu sais, Pippen il est arrivé en 87, 87-88. Tu sais, ils n'avaient pas des grosses équipes. Puis, tu sais, les Pistons l'ont dit, les 4 années qu'ils ont battu Jordan, ils faisaient, on focus. Tu sais, il y avait le Jordan Rules. Ça fallait le tasser. Mais Jordan a été chanceux d'avoir une équipe puis un entraîneur qui le complétait aussi bien. LeBron n'a jamais eu ça. Mais LeBron ne voulait pas ça non plus. Non, c'est sûr, mais j'avoue. Mais tu sais, mettons que le Heat, c'était un très bon club, mais c'était pas nécessairement... Les pièces cadraient pas nécessairement aussi bien qu'on aurait voulu. Puis avec Cleveland, il n'y a jamais eu l'équipe qui voulait. Tu sais, quand ton meilleur joueur, c'est Glaucus puis Delonte West, ça va pas super bien, on s'entend. Mais ça, c'est à ses débuts. Oui, Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est parce que les gens s'attendent que LeBron ait gagné un championnat dans ses 5 premières années. C'était impossible. Mais moi, c'est pour ça que, comme tu dis, les arguments de finale, j'en parle pas.
sais, ça a été phénoménal qui a réussi à emmener les Cavaliers en 2007 avec l'équipe qu'il y avait. Ça, je suis d'accord avec vous à 100%. Puis il avait quoi, 22 ans, 23? Jordan, il n'a pas fait ça, mais c'est normal. Jordan, il était même pas dans la ligue. Il est rentré à 21, 22. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Par contre, LeBron, mettons, quand il était avec le Heat, ils auraient dû gagner plus que ça. Oui. Et c'est pas juste lui, 4. C'est ça. Puis quand tu arrives au Heat puis tu dis not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, ben c'est toi qui as mis cette pression-là. Fait que Jordan n'a jamais dit ça. Il n'a jamais eu à le dire non plus. C'est ça. Puis quand il s'est pris contre les Lakers en 91, c'était comme Jordan contre Magic. C'était comme la grosse affaire. Puis les Bulls, ils avaient perdu leur premier match. Puis ils ont revenu, pouf, OK, parfait. 92, 93. Tu sais, 93, ils n'étaient pas supposés gagner. Tellement que c'est la seule année que j'étais un petit peu plus pour les Suns que les Bulls. Ah ouais, à cause de quoi? Ben, j'aimais Kevin Johnson, puis Barkley, il avait toute une... Barkley était cool. Tout le monde il sous-estime Barkley parce qu'il est gros pour ça maintenant, mais le gars, il était 6'5", puis il jouait un power forward. Il n'y a pas grand monde qui était aussi fort que Barkley à ce temps-là. Mais, tu sais, on parle de LeBron, puis la carrière de MJ, puis comment il est resté à Chicago. Tu sais, MJ, en même temps, il a amené du monde à Chicago, il a été patient, puis c'est ça qu'on adore de lui, c'est qu'il était jeune, puis il réussissait pas à gagner, puis au lieu de partir, il est resté pendant toutes ces années-là, il a attendu que ça fonctionne. Puis là, il y a eu son run. Dans le temps aussi. On aurait voulu que LeBron fasse ça lui aussi, mais c'est plus la même époque. Puis l'autre argument que je vais amener, c'est que Cleveland, c'est un petit peu moins cool que Chicago, mettons, comme ville. Les joueurs voulaient pas aller à Cleveland, donc c'est un autre point. LeBron n'allait pas rester sa carrière là. C'est ça qui lui a fait mal. The Decision, c'était un peu malaisant l'émission en télévision, on va se le dire, puis il y a eu beaucoup de critiques à ce niveau-là. Je sais même pas c'est quoi. Dans le fond, quand il a décidé de partir avec le Heat, c'était pas l'époque des médias sociaux encore, donc on n'avait pas vraiment un Adrian Wojnarowski qui disait toutes les nouvelles, là. On savait pas qu'est-ce qui se passait, donc LeBron a fait un spécial de 30 minutes sur ESPN. Il était sur un podium et il a dit exactement This fall, I'm taking my talents to South Beach and play with the Miami Heat. Donc, c'est une annonce à la télévision. C'était où son prochain endroit. Et ce qui était un problème avec ça, c'est que il se faisait une grosse vedette dans ce scénario-là et ça fait très mal à son image. Oui, et aux Cavaliers qui ont appris à la télévision que LeBron n'allait pas jouer, allait les quitter. Mais en même temps, comment je pourrais dire, à ce moment-là, tu sais, c'est tellement des époques, puis ça, c'est un autre point que j'apporte, que, tu sais, il faut accepter ça, c'est que maintenant, les joueurs... C'est eux qui ont le pouvoir. Tu sais, avant, comme on disait, comme avec le Dream Team 1, c'est « Ah, tu penses que t'es le meilleur? Non, moi, je pense que je suis le meilleur. Je vais te battre. » C'était tout le temps comme ça. Maintenant, t'es bon? Je suis bon? Ah, on fait ça, exact. C'est vrai que ça a changé beaucoup. La grosse rivalité, ce qui a changé ça, c'était KD contre LeBron, on peut dire. Je pense qu'il y a 3 joueurs, puis ça, 14 des 16 dernières équipes finalistes avaient soit LeBron, Kawhi ou KD. C'est ça. C'est les joueurs, c'est ces 3 joueurs-là vraiment qui ont une grosse rivalité, puis j'espère que KD va revenir à son niveau pour qu'il puisse encore avoir une suite à ça. Mais tu vois, KD, c'est un très... Tu sais, côté talent, c'est incroyable. Mais lui, il avait critiqué LeBron quand il avait fait sa décision. Je trouve que sa décision à lui à la gauche. LeBron. Tu rejoins ceux qui t'ont battu. Exactement. Ça fait que c'est pour ça que pour moi, KD est aussi... en bas, il va être toujours en bas de LeBron à cause de ça. C'est sûr. Ben oui, il y a bien des gars, on dirait, qui ont fait ce move-là en se disant, gars, je n'ai gagné une au moins. Ça va être fait, là, je peux vivre ma carrière autrement. Parce qu'on dirait que la pression, le basketball, ce que je remarque, c'est que les legacy des gars sont tellement gros, sont tellement huge, que de marquer l'histoire dans ce sport-là, c'est plus tough que n'importe quel autre sport. Tu sais, je regarde, mettons, le football, là, tu sais, mettons, Drew Brees, là, qui est comme une légende en Nouvelle-Orléans. Il a toujours bien gagné un seul championnat, puis on le met dans la liste des meilleurs de tous les temps, puis des meilleurs passeurs, pis ça. Le basket, là, c'est rendu que le gars, faut qu'il ait gagné 5 titres, des MVP, faut qu'il ait fait ça avec la même équipe, parce qu'on n'aime pas ça, qu'il ait changé d'équipe, on a l'impression qu'il a laissé tomber ses racines. Ça commence au basket, tu sais, de changer des équipes comme ça. Fait que, tu sais, c'est venu avec LeBron. LeBron, dans le fond, il a changé la game en faisant ça. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de
stars qui faisaient. Tu sais, quand que Barkley est allé jouer avec Phoenix, pas avec Phoenix, mais avec Houston, ça a été dans les premiers, mais il était en fin de carrière. C'est ça. Ça avait pas le même impact. Comme Jordan après, quand il était avec les Wiz. C'est ça. Ça fait que. Puis Jordan, c'est juste parce qu'il a fait OK, je suis propriétaire, on veut avoir du monde. Bon, ben, je vais jouer. Le premier, peut-être, à faire ça, c'était Shaq. Ouais. C'est vrai que Shaq, c'est ça au moins qui magane son étoile. C'est ça que je veux vous nommer. C'est que la fin de carrière était affreuse. Ben ouais, avec les Celtics. Là. Non, mais même avec plein d'équipes, les Suns, les Cavaliers. On revient avec les Cavaliers. Genre, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, à part le fait que son nom, il était important, je trouvais qu'il tuait tout son... Moi, ce que je trouve beau des athlètes, c'est quand ils sentent qu'ils peuvent plus performer au même niveau, ils arrêtent d'exagérer avec ça, tu sais. Un meilleur exemple, c'est Vince Carter. Vince Carter... tu regardes la legacy qu'il a donné, lui, il aurait pu facilement aller dans une équipe qui était contender, excuse-moi, là, mais il a jamais voulu. Puis c'est ça qui donne encore plus de star pour lui. Non, je sais pas, c'est la mentalité qui est différente. Je trouve maintenant au basket, c'est les joueurs qui décident plus que les propriétaires. Ben oui. Même si les propriétaires, ils ont compris. Je pense que c'est le seul sport qui est comme ça. Peut-être le baseball aussi. Ben, l'été passé, là, Kawhi et Paul George ont décidé qu'ils allaient se rejoindre. C'est arrivé. LeBron, il a décidé qu'AD s'en allait avec lui. C'est arrivé. Puis Russell Westbrook, il a dit moi, ça me tente d'aller jouer à Houston. C'est direct ça qui est arrivé. Puis Kevin Durant avec Kyrie Irving, on l'oublie parce que cette année, c'était pas une bonne équipe. Là, mais... Je connais mon basketball. Non, mais l'été passé, c'était fou. Puis c'était le meilleur exemple de ça. Puis c'est ça, je pense, qui ternit un peu l'image de ces choses des joueurs maintenant. C'est que dans le fond, tu te dis OK, oui, t'as gagné, mais tu as travaillé pour ça. Mais là, il va toujours avoir le petit mais, tu sais, comme l'équipe qui va gagner cette année, là, tout le monde va faire ouais, mais. Parce que là, tout le monde est en santé. Puis c'est vrai que c'est une autre dimension, mais ça, c'est ça qui fait partie du sport. Il faut que tu aies l'adversité. C'est ça qu'on aime. Ça fait partie du long run, de gagner dans un contexte plus long. Exact. Mais, tu sais, peu importe, moi, je trouve que le basket, tu sais, ils ont fait ça comme il faut. Tu sais, aussi, de voir les gars en santé, ça aide énormément. Tu sais, si la pause avait été de 3 semaines à 1 mois, puis ils auraient fait la bulle tout de suite, puis là, les joueurs, ça aurait été compliqué, ça aurait été... Là, je trouve que on a du basket à la télévision. Puis le champion de tout ça, c'est fou, mais on l'oubliera jamais. C'est fou. Fait que moi, personnellement, je serais un athlète dans la bulle, puis je pourrais aller gagner le championnat. Je le veux absolument. C'est une saison qui est weird. Tu le veux bien plus que toutes les autres, selon moi. Puis, tu sais, le basket, un élément que j'avais sous-estimé, c'est le fait que les grands joueurs se retrouvent beaucoup en séries éliminatoires. Ben, au final, là, faites les calculs, là, ces gars-là, ils ont joué bien plus de matchs que plein de gars qui ont joué pour des équipes qui ne se sont jamais rendus. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il doit y avoir un épuisement de fou. LeBron, juste, tu sais, d'avoir fait quoi, 9 finales? Ou 8 ou 9? 9. Puis quand il est allé avec LA, j'ai fait, il est allé avec LA, il sait qu'il ne gagnera pas cette année-là. Juste pour se calmer, pour se reposer. Puis tu vois, ça fait penser à une autre affaire. La mentalité est différente. Load management. Le load management, c'est pas pareil. Tu sais, Jordan, il y a une saison qu'il n'a pas joué 82 matchs. Puis c'est le coach qui l'avait sur des limites de minutes. Exactement. Puis c'est vrai qu'il est parti, une première retraite, deuxième retraite, ça je suis d'accord avec tout le monde. Par contre, quand il jouait la saison complète. Là, ce que tu veux dire, c'est qu'à Stars, ça fait partie comme Kawhi, on l'a reposé beaucoup l'année passée avec les Raptors. Cette année aussi. OK. Moi, ma meilleure histoire de basket, parce qu'on parle de LeBron depuis tantôt, puis je veux vous entendre sur votre meilleur souvenir pour nous donner un petit frisson, puis je vais commencer comme ça. Ça vous donne le temps d'y penser, les gars. Mais moi, personnellement, quand LeBron il est revenu avec les Cavaliers, la lettre dans le Sport Illustrated qui explique sa décision, les camions de déménagement qui fait « j'ai pas fini ce qu'on avait commencé ». On se rend en finale du 7e match contre les Warriors de Golden State qui deviennent la nouvelle puissance. On se fait planter contre les Warriors, tout le kit. Et là, l'année d'après, on revient en finale. C'est la saison de rêve des Warriors de Golden State. C'est quoi la fiche? 73-9. 73 victoires, 9 défaites dans la saison. Je me souviens dans ce temps-là que je faisais des paris sportifs, puis il y avait un pari qui disait tu pouvais parier sur les Warriors qui gagnaient le championnat ou toutes les autres équipes de la NBA. Puis les Warriors étaient favoris quand même. Et là, on se rend en finale. La série, elle gagne 3-1.
on est comme, bon, ben, c'est terminé. Puis là, moi, je me dis, je veux l'écouter. J'aime toujours ça, voir la fin, tu sais, la fin de la saison. Ça m'intéressait moins. Rendu là, j'étais sûr que Warriors allait gagner. Et là, la magie se met à opérer. Et on se rend à un match 7 qui est un de mes meilleurs matchs de basket depuis que j'écoute ça. Puis c'est ça qui m'a redonné la piqûre, moi, qui m'a ramené à ça. Et LeBron concrétise. On revient Kyrie Irving avec le fameux bloc sur le board en arrière, que le ballon revient. Kyrie Irving va faire le 3 points dans leur face. J'ai eu tellement peur qu'il rate ça. Puis là, il gagne champion. On ramène le titre à la maison. À Cleveland, qui est, selon moi, une des villes, malheureusement, comme tu as dit. Je pense pas que les gars font comme je voulais aller au soleil de Cleveland. L'Ohio en général. Ouais, c'est moins winner. Ben moi, c'est ça mon meilleur souvenir qui m'a ramené à ça, que j'avais eu de l'adrénaline d'invent. J'avais dit, c'est donc bien une belle histoire qu'il faut jamais oublier. Tu sais, le comeback, la saison que le bord était invincible. Ça, là, cette saison-là, les Warriors vont s'en vouloir tout le temps. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est ça mon meilleur memories dans les dernières années. Ça se peut que tu en aies plein contre moi, ça. Moi, je veux toutes les savoir parce que j'en connais aucun. Je suis un newbie, là. Je suis comme toi, là, 2 ans. Là. Je suis en train de tout me réapproprier. Ben, il y en a plusieurs. Ben, le shot de 98. Ah ouais. Là, je te parle de 98, puis là, je viens d'avoir d'autres flashs. La série contre Blazers, quand il a fait 9-3 points. Faut que tu nous l'expliques, parce que là, le monde... Jordan, tu parles. Jordan, excuse-moi. Jordan, 92, en 92, finale contre les Blazers de Portland. Premier match, il fait, je pense, 9-3 points. Non, 6 dans la première half. Puis il y avait comme 36 points. Comme au premier half, là. Puis ça, toi, ça te... oui, parce que ça arrivait pas. Puis dans le temps, puis j'avais vu quelque chose l'autre jour, tu sais, le 3 points, c'était pas... tu en faisais 1 ou 2 par match, puis t'es comme, wow, t'as shooté de 3 points. Fait que ça, il y a ça. Quand il a fait le shot contre Utah, ça, c'était magique, vraiment, parce que toute la séquence qui fait le point avant, qui va stealer le ballon à Malone, qui remonte, puis qui fait son shot, et non, il l'a pas poussé. Ça a fait jaser. Il y a ça. Tu as dit le match des Cavaliers, quand le bloc, puis quand il a fait ce bloc, j'ai dit, bon, LeBron vient de faire sa legacy. C'est la même... C'est un des plus beaux moves de sport, hein, parce que c'est surprenant comment, tu sais, t'avais parlé, excuse-moi de t'interrompre, mais tu avais parlé de la lutte au MVP de l'époque. J'ai réalisé à quel point ce sport-là, on n'était pas respectueux envers l'élément défensif assez au basketball. Puis, tu vois, je trouvais ça beau de dire que le jeu qu'on va se souvenir, c'est un jeu défensif, tu sais. Ouais. Puis t'as quand les Heat ont gagné contre les Spurs, ben le 6e match, quand LeBron a enlevé son headband, puis c'est comme, ça c'était extraordinaire. Puis le 7e match, le 6e match, quand Ray Allen a fait son shot à la God Game. Fait que, tu sais, il y a tellement... Puis j'en suis certain que j'en manque encore dans ma tête, mais ça, c'est peut-être les deux plus gros. C'est très... il y en a moins que j'ai vécu en tant que tel. Il y a 3 matchs que j'aime vraiment les regarder encore. Tu les écoutes encore? Ouais. OK. Le premier, c'est 2016. Ouais, 2016. 2016, c'était... 2016, là, c'est peut-être la plus belle année au niveau du sport. T'as eu les Cubs. Ouais. Les Cubs ont gagné leur premier titre en, je me souviens plus combien d'années. 108 ans. 108 ans. Cleveland a gagné. Il y a eu un buzzer beater de Villanova au March Madness. C'était une super belle année. 2016, là, c'était fou. Là, puis là, c'était les Warriors 73-9. C'était une super belle année. Fait que moi, 2016, les Cavaliers, je vais voir ça. Après ça, ben, c'est 2 souvenirs de Kobe. 81 points contre les Raptors de Toronto. Oh my God. Écoute, c'est drôle. C'est quelque chose qu'on regarde souvent, puis on avait, moi puis mon coloc l'année passée, Renaud Bourbonnais, on avait regardé ça justement, des souvenirs de Kobe, son match de 81 points, puis il y a une réaction de Stephen A. Smith, il dit « Kobe Bryant, 81 point outburst against the helpless Toronto Raptors. » Helpless! Pendant 2 semaines, Renaud dit ça à tous les jours. Renaud, qui avait quelque chose dans la tête, dit ça à tous les jours, et 2 semaines après, Kobe est mort. Ça a frappé. Ça a frappé. Ça, fait que... Ça, je vais m'en souvenir longtemps. Puis son dernier match, 60 points. Ouais. Ah, wow. Moi aussi, ça. Ben, tu vois, le dernier match de Kobe, c'était la même soirée que le 73e victoire des Golden State. Puis là, je suis marqué quelques minutes. Puis au début, c'est fou, là. Puis j'ai resté avec Kobe tout le long. Puis
tu parles du 81 match de Kobe. Kobe, jusqu'à ce match-là, je ne l'aimais pas. Ah ouais, hein? Ben, je l'aimais au début. Sérieux? Je l'aimais au début quand il a gagné les Slam Dunk Contest, tout ça, mais avec l'attitude qu'il avait au début de la dynastie des Lakers, j'étais comme, man, tu peux être encore meilleur. Puis là, tu fais ta diva. Ça marchait pas. Un peu comme Tracy McGrady quand il est parti des Raptors au début. J'étais comme, je comprends, mais moi, dans ma tête, j'avais Jordan Pippen. Ça fait que, Pippen aurait pu être encore meilleur que qu'est-ce qui a été avec Jordan. Puis il a compris son rôle, puis ça a bien fonctionné. Fait que là, j'aimais pas ça, ce côté-là. Puis quand il a fait 81 points, là, c'est comme fait, en plus contre les Raptors. Puis là, après, à un moment donné, il y avait un match, il y avait un double team contre lui, 2 joueurs contre lui. Il a fait 3 points comme clac, clac, clac. Fait que j'ai fait, OK, ce gars-là, il est mieux que qu'est-ce que je pense. C'est ça. Puis c'est là que j'ai recommencé à aimer. Puis là, les comparaisons avec Jordan, puis là, tu fais, il a fait c'est un Jordan merveilleux. C'est la réplique. Au niveau du style de jeu, c'est la réplique. Puis on l'a vu justement, tu sais, le Mamba Mode de ce joueur-là, c'est comparable à quand MJ décidait qu'il était offensé par le commentaire. Tu sais, I got offended to that. Kobe, c'était pareil. Puis son dernier match, c'est tellement un beau souvenir. Son speech quand il a quitté Mamba Out, c'est malade. Puis il a eu son petit film de comme 2 minutes avec ça. Il a gagné un Oscar. Moi, man, j'ai eu des émotions quand j'ai écouté ça. C'est une lettre. La première fois. C'est Dear Basketball. Dear Basketball, il l'a fait dans Player Tribune. Puis juste la lettre, la lire sans voir c'est comme wow. Tu vois, Jordan, il avait fait quelque chose de même quand sa dernière retraite. Il avait fait une lettre dans un journal parce que dans le temps, il n'y avait pas de. Ça n'a pas le même impact. C'est quoi ça, un journal? Ça n'a pas le même impact. Quand on a fait, nous autres, notre podcast, celui après la mort de Kobe, j'ai pris le temps, j'ai lu les premières phrases du poème, puis pour vrai, man, j'étais au bord des larmes quasiment. Moi aussi, man. Hey, je l'ai pas par cœur en ce moment, mais c'est fou, ce poème-là. Puis c'est pour ça, c'est les 3 matchs que je retourne pour aller voir, puis qui donnent des émotions. Mais le moment que j'ai vécu, ben, c'est l'été passé. Ça c'était fou. Match numéro 6, la finale de la NBA. Incroyable. À Montréal, au Jurassic Park de la rue Peel. T'étais là? On s'était pogné des petites passes médias. Là. Je suis vieux pour ça. Cool. Hey, ça passerelle. Ça rue Peel, là, il y avait tellement de monde. T'as vécu ça, c'est malade. Ouais, ben moi, j'ai vécu le match numéro 4 dans full. Le match numéro 5, quand Laurie a raté son tir à la fin. Le match numéro 6, je suis allé, j'étais sur une passerelle. Il y avait comme une section VIP avec des gens en bas. Puis moi, j'étais sur la passerelle. Fait que j'avais comme toute la vue de la rue Peel. Avec tous les gens, il y avait vraiment beaucoup de monde. Là. Puis quand ça s'est terminé, les feux d'artifice, puis la rue qui a explosé, là, c'est des frissons. Là. Hey, c'est plus que de le vivre dans son salon, ça. Je te crois. C'est fou. C'est vrai, ce match-là, moi, c'est drôle parce que les Raptors étaient toutes les séries. Ma fille est née le 22 mai. Okay. Et à chaque jour qui était supposé naître ou qu'on attendait, j'étais comme, fais juste pas comme le 7e match contre les Sixers, le 7e match. Non. J'étais là. OK, j'espère juste que ma blonde ne prend pas ses os. Là, c'est comme tu disais à ta blonde, couche-toi sur le dos. Couche-toi sur le dos jusqu'à mardi, là. Couche-toi. Fait que c'est ça. Elle est née, dans le fond, le mercredi avant le 5e match contre les Bucks. Puis le 5e match, je l'ai vu regarder sur mon cellulaire à l'hôpital. C'est bien cute, pareil. C'est comme tout s'enlignait, là. C'est comme, je trouve ça beau. Il y a une valeur émotive à tout ça. Fait que c'est le fun parce que mon gars se couchait tôt. Puis j'étais content que les games étaient 9h. C'était tard des fois. Boum, je peux le coucher, puis là, il se réveille pas. Puis là, tu regardes l'émotion. J'avais de l'émotion, j'étais tellement content. Puis c'est ça que les Raptors qui ont apporté, pourquoi que je les aime encore plus, c'est que c'est une équipe de Toronto. Je pense que c'est la seule équipe de Toronto que du monde de Montréal aime, premièrement. Ça, c'est deuxièmement, tu sois capable d'attirer des foules partout là. Il y a à Winnipeg, à Montréal, il y en avait à Vancouver, il y en avait à Halifax. Hey, c'est big, puis ils ont été smart de penser ça. Il y en avait à Rockford, dans la ville de Fred VanVleet. Exactement. Fait que c'est spécial. Puis même avec tout même le mouvement en ce moment,
Tu sais, c'est les Raptors qui c'est les piliers là, en ce moment du mouvement des joueurs, des messages et tout ça. Tu sais, le basketball en Afrique et tout ça. C'est comme les Raptors apportent tellement beaucoup au sport et à la culture que je trouve que... Tu sais, c'est drôle hein, que tu dis ça parce que, tu sais, en ce moment, là, on essaye, tant bien que mal, d'essayer dans la société de se trouver un sens à nous autres, à être... tu sais, à se rapprocher des autres, de se sentir qu'un, puis tout ça. Puis ce qui est drôle, c'est, tu sais, l'année passée, quand les Raptors ils ont gagné, sans même qu'il y ait du Black Lives Matter, des messages dans le dos, ça faisait longtemps que j'avais pas senti, tu sais, le Canada dans son multiculturalisme, l'aspect anglais franco. D'un océan à l'autre. D'un océan à l'autre, on était reunited, puis il y avait pas de forcé, de à genoux, de poing dans les airs. Ça s'est fait là-dedans. Puis c'est ça que moi je trouve beau du Canadien, puis je le dis tout le temps, c'est la seule fois quand on a des longs printemps que les Anglais, les Français, le monde, il laisse ça tomber. On veut tout le vivre de notre façon. C'est pas grave. Puis le basket, ben je trouve que c'est un sport que c'est mondial. Tu sais, moi, je l'ai compté tantôt, brag, là, mais j'étais allé à la semaine du Super Bowl. Puis j'ai été voir le Heat de Miami jouer. Puis à côté de moi, il y avait 2 gars d'Allemagne qui encourageaient le Heat. Je trouvais ça tellement hot. Tu sais, puis eux autres, ils capotaient de voir ça. Puis là, ils m'expliquaient qu'eux autres, les matchs, ils écoutaient ça le matin. Tu sais, à des heures de fou. Puis pour eux autres, là, c'était hot. Je réalisais que le sport, ça a cet effet-là. Fait que, tu sais, des fois, ces temps-ci, je trouve, puis... Tu sais, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, je veux pas en penser. C'est juste que des fois, je trouve qu'il y a trop de cérémonies, là, ça finit plus de finir. Je suis comme, tu sais, les gars, moi, je veux voir du sport, puis tout, puis je suis OK, c'est beau les messages, c'est bien correct, mais je pense qu'à un moment donné, il faut voir au-delà de ça que, tu sais, imagine les gens de Cleveland, là, on parle d'un match qu'on n'a pas vécu, mais t'as-tu pensé comment le monde là-bas, eux autres, ils vont s'en souvenir tout le temps, toute leur vie, comment c'était fou. Tu sais, même des victoires dans NCAA, là, tu sais, moi, le documentaire de NC State, je sais pas si tu l'as écouté, là, tu sais, c'est un de mes meilleurs documentaires de sport. Ben là, oui, si t'as jamais écouté ça, Kevin, clenche-toi ça. Avec le coach de NC State, tu parles? Ouais, Jim Valvano, là. Tu sais, ça, mon gars, c'est un de mes meilleurs documentaires de sport. Puis, tu sais, les gars, 30 ans plus tard, ils se réunissent et sont encore fébriles de l'impact que ça a eu, tu sais. Fait que moi, je trouve qu'il faut retourner un petit peu à ça. Puis les Raptors, ils ont eu cet impact-là sur moi aussi, que, tu sais, ma blonde, elle acceptait qu'on se couche à minuit et quart pour le 8 secondes qui restait parce qu'on ne savait jamais s'il allait réussir. Les fins de match étaient interminables de cette période-là. Là. J'ai un exemple parfait à quel point les Raptors ont été rassembleurs l'été passé. Au Jurassic Park, match numéro 5, devant moi, un vieux monsieur de 70 ans. Il s'approche de moi, il parle en anglais, il me dit « Who's playing? » Je dis « Les Raptors puis les Warriors, c'est la finale. » Là, il dit je sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Moi j'étais en vacances de l'Allemagne puis je voulais regarder ça. Moi je suis un fan de Dirk Nowitzki. Est-ce qu'il joue encore? Je dis malheureusement non. Mais tu sais, le monsieur il avait 70 ans, il venait de l'Allemagne, il était en vacances à Montréal. C'est fou. Il est resté pour la game au Jurassic Park puis ça bouge dans le Jurassic Park là, ça bouge. Le monde là, c'est l'enfer là. Ouais, il devait avoir mal dans le dos après. Mais tu sais de voir que ce monsieur là, il était au rendez-vous pour garder ça. C'était même pas un Canadien, c'était un gars de l'Allemagne. C'était tellement beau pour moi, là, j'ai adoré ça. Mais tu sais, le basket aussi, c'est un des sports mondiaux qui rassemble comme... Tu sais, il y a tellement de joueurs qui jouent d'un peu partout. Tu sais, le coach de Concordia en ce moment, Rasko, j'ai joué contre lui. Et Rasko, quand il est arrivé, il venait de... Yougoslavie, je veux dire Yougoslavie parce que je sais pas de quel parti, puis je veux pas le disrespect, mais on jouait contre, puis je je l'aime pas lui, parce que c'est un point guard, puis il jouait contre. C'est celui qui a le point guard. C'est un de ceux qui a le plus beau crossover, le plus lent, mais le plus efficace. OK. Puis il shotait, puis il y avait le style européen. Puis là, tu voyais vraiment une grosse différence entre les deux. Maintenant, tu vois plus vraiment à cause des 3 points et tout ça. Mais avant, tu avais une grosse différence entre le style européen et le style nord-américain. Puis c'est un des sports que, comme tu dis, qui rassemble beaucoup plus que... Peut-être le soccer est proche, mais le basket est pas loin. Le basket est pas loin. Tu sais, c'est un des rares sports aussi que ça prend un ballon. Puis il y a moyen de faire de quoi, là, tu sais. Fait que... Non, moi aussi, je suis bien sensible à ça. Puis je trouve qu'on est rendu dans un air où le niveau, en plus, il est incroyable. Tu sais,
il y a des vedettes à tous les niveaux. Tu sais, on parle de LeBron, mais tu sais, on n'a pas parlé de Kobe qui était tout près, tu sais, aussi. Fait que c'est un sport, en plus, qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer, qui m'avait dit, le basket, c'est le sport le plus monnayable. Parce que c'est un des rares sports que les gars ont pas de casque. Je suis genre, tu sais, il dit, imagine là comment le NASCAR, il dit, c'est dur pour eux autres. Le pilote, il est dans un auto, il y a un casque sur la tête, il y a un fire suit, puis tu le vois 5 minutes vers la fin. Trouve-moi des images de Lewis Hamilton, il y en a quasiment pas. Les images de Lewis Hamilton, il est à côté de sa F1, puis tu sais, c'est pas long, mais le basket, ça amène ça. Il y a pas beaucoup de joueurs aussi, il y a moins de joueurs qu'au hockey, au football. Moi, je trouve que le basket, c'est one of the best sports ever pour ça. Là. Il y a 3 raisons pourquoi le basket est plus gros selon moi. Vas-y. Tu viens de le dire, il n'y a pas de casque. Les joueurs sont comme accessibles. On voit leur réaction en real time sur le terrain. Deuxième raison, puis en fait les deux et le troisième, c'est un peu relié. Là. Le basket, la culture du basket est directement reliée à la culture du hip-hop, du rap. Et des souliers du lifestyle, tu sais, les vêtements, puis les Jordans et tout, c'est directement relié à cette culture-là. Puis les gens aux États-Unis adorent ça, puis ça crée quelque chose de plus gros. Il y a pas de sport comme ça, tu sais, les cleats dans la NFL, c'est bien cool, là, mais il y a personne qui se promène avec ça dans la rue. Là. Je comprends ce que tu veux dire. C'est Jordan qui a vraiment parti, parce qu'avant, c'était les Converse. Ouais, je sais, je l'ai eu. C'était les Converse. Avec le rap de Magic Johnson puis Larry Bird, c'était une annonce. Puis les Jordan, Nike a été smart avec Jordan, pouf, ils ont parti ça. Puis tu sais, pour moi, le Golden Era des choses, c'est pour ça que j'ai des Iverson dans mes pieds, c'est dans les années 90. T'avais tellement d'espadrilles, puis ils étaient tous différents. Maintenant, quand tu vas acheter, ils sont meilleurs, par contre. Sont beaucoup plus légers. Sont mieux faits. Tu veux dire la fabrication. Mais c'est le même design. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'attitude, les cheveux. Je comprends ce que tu veux dire. Le basket, oui, a été proche du hip-hop assez tôt. Puis David Stern, David Stern a été un avant-gardiste. Il a compris, il est allé chercher les communautés, il a ramené le basket proche des gens. Et le basket, c'est un des derniers sports que la barrière raciale est tombée. C'est un des derniers sports. Lui, c'est le premier joueur noir, je pense qu'il est rentré dans la NBA, c'est en 56, quelque chose de même. Tout ce que tu veux dire, c'est qu'il y avait des joueurs de race noire qui étaient dans les équipes de baseball. Déjà, Jackie Robinson, mettons, avait déjà commencé à jouer pro. Puis surprenamment, le basket, il n'y avait pas encore... c'est un des derniers. J'ai vu un documentaire sur une équipe là, qui avait battu la grande équipe des Celtics avant le Bill Russell. Puis même, tout le monde ne voulait pas... Ça n'a pas été dit parce que... Fallait garder... Ça devait être directement lié aussi aux accès à l'université. On s'entend. Il devait y avoir des universités qui n'acceptaient pas les joueurs noirs. Hey, mais tu sais, quand tu penses à ça, c'est incroyable parce que, pour vrai, je veux dire... C'est délicat de parler de ça, mais moi, je peux pas imaginer. Le basket aurait été un sport vraiment plate sans les... Tu sais, vous l'avez sûrement vu, Road to Glory, qui est un des excellents films que... Moi, j'adore la séquence où le coach, il s'entête à jouer son basket. Puis là, en 2 secondes, les gars, ils vont le voir, puis il dit, là, allez-vous nous laisser jouer notre sport? Puis là, tu sais, on le voit, là, les steals, les fantaisies, le dunk, tout. Tu sais, le côté dominant, impressionnant, que, tu sais, moi, je trouve que c'est ça qui fait beau du basketball, là, tu sais. Je dis tout le temps ça, puis on en a parlé tantôt. Mais Piquet Subban contre Dennis Rodman. Dennis Rodman avec les Canadiens de Montréal. Je pense qu'il y aurait... ça aurait jamais arrivé. Ben non, voyons. Les médias montréalais, il aurait été fou, là. Dennis Rodman, il est parti chez Paris à soir. Dennis Rodman s'est encore teint les cheveux, ça l'a affecté sa performance. Mais Piquet Subban, c'est une ADN de basket. C'est ça. Ben oui. C'était... Evander Kane aussi. Exactement. Fait que, tu sais, il y a un côté que le hockey a pas, que le basket est allé chercher. Puis qu'est-ce qui est le fun maintenant, c'est de voir les jeunes encore plus embarqués de basket. Puis le Raptors, puis Vince Carter, ben c'est grâce à ça que ça avance. C'est fou, hein, parce qu'on peut critiquer ça longtemps, mais tu sais, la NBA a tellement fait beaucoup pour la WNBA, tu sais, qui ont permis aux femmes de jouer professionnel avec des salaires intéressants, quelque chose de bien. Puis, tu sais, c'est là où je trouve qu'à quelque part,
la NBA a rien à envier aux autres sports. Tu sais, je sais que ça a été longtemps critiqué l'habillement. Il y avait eu à l'époque le dress code. Ouais, exact. Les gars arrivaient au match puis ils étaient pas habillés en gentilhomme. Il y avait besoin de cette attitude-là, de changer ça. Puis tu sais, ça avait fait jaser là, les gars. Ils étaient comme pas contents parce que justement le volet hip-hop, le volet mauvais garçon, il était entretenu. Mais tu sais, moi je trouve que ça, peut-être un petit peu, je comprenais ce qu'ils essayaient de faire. Tu sais, parce que ça voulait devenir un des sports majeurs. Puis je sais que la NBA avait perdu du chemin à un moment donné. Il y avait des sports là, que la NFL commençait à faire mal à tous les autres sports. Fait que, tu sais. Mais qu'est-ce qui est fun avec ça, c'est qu'ils ont reviré ça. Maintenant, c'est rendu, OK, quel joueur, quand il arrive, comment il est habillé. Puis l'année passée, quand que Zion il a été sélectionné, je me rappelle, c'était le draft de NBA, mettons le jeudi, puis le vendredi, c'est de la Ligue nationale. Puis là, je dis, bon, c'est celui de la Ligue nationale, je me demande si on va regarder comment ils vont être habillés les joueurs de hockey. Puis tout le monde est habillé pareil. Il n'y avait pas de couleur. Le suit de Bol là, il était fou. Là. Il y a des toiles d'araignée dessus. Tu vas pas savoir. Okay? Tu avais R.J. Barrett qui disait le dedans de son veston qui était... OK, tu me parles de ton dedans de veston. C'est ça. Mais ouais, OK. Puis même les entrevues, c'est pas pareil. Tu sais, les joueurs, ils parlent plus... Tu sais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne de partie automatique. On a bien joué, écoute, on a joué en équipe. Hein. Tu sais, je regardais le post-game du Canadien cette semaine après la victoire contre les Pingouins. Puis, tu sais, je me souviens plus c'était qui était en entrevue d'après-match, Suzuki, puis un autre. Puis, ils disaient rien. Là. On s'entend. Là. Mais ils apprennent à ils sont stressés. Mais ça, les gars, je peux vous l'expliquer. Puis ça, c'est ma théorie à moi. C'est que le problème du hockey, c'est que malheureusement, c'est un des derniers sports que partout dans le monde, ça implique pas d'aller à l'université. Fait que, tu sais, remarquez les joueurs qui s'expriment super bien au hockey, c'est des gars qui ont eu un parcours universitaire. Tu sais, je pense à Martin Saint-Louis, tu sais, Bruno Gervais, c'est des gars qui ont eu un parcours universitaire à un moment donné. Puis même chose pour le football. On passe par l'université, même chose. C'est des belles entrevues, les gars s'expriment bien, ils ont des réflexions. Le hockey, là, ce qui me fait capoter, c'est quand je vois des coachs qui sont censés être comme le face of the franchise dans le junior. Même eux autres, quand ils donnent des entrevues, je suis comme ouf. Tu sais, quand ils l'embauchent, je suis stressé pour le gars des coms qui va faire bon. Faites venir les profs de français, là, sortez Madame Louise, là, on a besoin de. Tu sais, parce que autant ce que tu attends d'une entrevue d'après-match, c'est que tu veux quelque chose de mordant, puis tu veux en même temps quelque chose qui vient du cœur, que les fans vont faire wow. Tu sais, nous autres, ce qui nous vient nous chercher, c'est quand un joueur de hockey sacre dans l'entrevue parce qu'ils ont perdu, puis là, on est comme il est tanné de perdre, il a sacré. Hey, au basket, les déclarations, c'était à tous les jours. C'était complètement cinglé, les questions auxquelles les gars devaient répondre, puis toute l'intensité de ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Ils vont pas, mais tu sais, t'as le one and done maintenant. Il y a une passe de high school à la NBA. Il y en a beaucoup encore? Non, ça va reprendre. Mais il y a, à cause de la... Là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont jouer ailleurs une année professionnelle. C'est ça. Mais dans le fond, c'est parce qu'ils voulaient plus de joueurs de 18 ans qui rentrent dans la NBA. C'est ça. Okay. Parce que hier, j'ai vu ça, Lenny Cooks, qui était un des joueurs dans le temps de LeBron puis Carmelo, c'était le numéro 1. OK. Puis lui, son éligibilité, il l'a perdu côté académique. Puis il a décidé quand même d'aller au draft en 2002. Si tu décides d'aller au draft en 2002, dès que tu décides d'aller au draft, tu peux pas aller collégial. Fait que là, il n'y a aucune équipe qui l'ont pris. Puis le gars, c'est lui qui était dominant. Là. Il était meilleur que Carmelo Anthony, Joakim Noah, LeBron James. Tu le vois là, dans le camp Adidas. Là, c'est comme... Puis là, tu vois maintenant, tu rendu gros, il n'y a plus de job. C'est fou, il faut là. Respecter quand même parce que moi j'ai cru comprendre aussi que de passer du secondaire à NBA, là, j'ai vu que la NCAA c'est du gros basketball, puis même que moi il y a beaucoup de gars que j'ai suivis dans la NCAA pensant que ça deviendrait des superstars, mais il y a une notion d'éthique de travail, puis c'est ça que Will il nous expliquait, c'est qu'il dit quand tu vas aller NCAA, là, tu vas comprendre c'est quoi d'être un horaire surchargé, de pas avoir eu le temps de te pratiquer, puis de performer ce soir-là. Puis la NBA, ça amène ça aussi. C'est les exceptionnels qui passent du secondaire à NCAA, parce que moi, quand je scoute des espoirs en ce moment, ou bien l'année passée,
si je regarde ses highlights du secondaire, je m'y fie quasiment pas. Tu sais, James Wiseman, il a quasiment pas joué NCAA cette année. J'ai de la misère à regarder ses highlights puis me faire une idée de lui parce que il jouait pas au même niveau, il avait pas le même rythme de vie et tout. Donc là, c'est ça qui tanne un peu. Puis dans les prochaines années, il y a 2 affaires qui vont se passer. Ben là, premièrement, les gars vont jouer dans la G League. Ils vont avoir une équipe d'espoir. Ouais. C'est quoi la G League? Tu veux-tu nous l'expliquer? La G League, c'est comme la Ligue américaine, la Ligue nationale. Il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas de avant c'est la D-League. Ouais. Mais tu sais, ça fait pas longtemps que c'est devenu très, très important. Là. Okay. Mais dans le fond, là, il y a des équipes dans G-League. C'est pas tous les clubs qui en ont, mais bref, c'est comme la Ligue américaine. Puis là, il y a une équipe d'espoir éligible au repêchage qui va être formée puis qui vont jouer des scrimmages contre les équipes de la G-League. Donc là, t'en as une couple. Il y en a plusieurs à date qui ont dit qu'ils allaient jouer là. Ça en enlève beaucoup de plumes à NCAA. Et puis la NCAA va devoir s'adapter à ça. Ça, c'est la première chose qui se passe. La deuxième chose, c'est que d'après moi, pour Emoni Bates puis Bronny James, le fils de LeBron James, ils vont réouvrir la voie pour un joueur passe du secondaire à NBA. Pourquoi? Parce qu'on veut que Bronny James joue avec son père. Ben oui, on dirait qu'on est rendu avec des scénaristes de la lutte pour jouer dans NBA. Ça n'a pas de sens, là. Là, ils vont jouer contre en finale. Mais c'est sûr que ça va arriver. Ouais, c'est sûr que LeBron va jouer avec son fils. C'est ça qu'il veut. Puis quand ça va être fait, il va... Ça va être incroyable. Gordie Howe. J'espère pour Bronny qu'il ait une carrière comme Ken Griffey Jr. Au baseball parce que ça doit être dur, ça doit être une pression impensable. D'après moi, il sera jamais au niveau. En fait, pas que je pense pas. En ce moment, je te dirais que je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il soit aussi bon que LeBron. Oui, c'est dans la famille, mais il va être un bon joueur. D'après moi, il va faire un All-Star Team. C'est ça, il va être comparé à son père, donc ça va jamais être assez. Donc, ça va être cool de le voir jouer avec son père, mais plus les années vont avancer, il va avoir une pression de trop sur ses épaules d'après moi, puis ça va faire en sorte on va le voir un peu, pas comme un boss, là, mais comme quelqu'un qu'on s'attendait à plus. Là. Bronny, ça va être ça. Là, j'ai hâte de voir si Bryce James va être bon. Parce que là, il a grandi beaucoup. C'est le petit frère de Bronny. Puis c'est le meilleur tireur de la famille. Lui le joueur qui a regardé en grandissant, c'était Steph Curry. Ça, c'est drôle. Tu sais? Là, c'est le joueur que j'ai hâte de voir. Bryce, je sais pas, il est en ce moment quoi, il a 12 ans, 13 ans. Là. Mais on les regarde, c'est tôt de même dans NBA, là, on les regarde, puis il y a des... il y a partout, même ici, le basket au Québec, il a évolué, là, comme de beaucoup. Tu sais, les Lucans d'or, ma blonde, elle a joué comme universitaire, puis elle a coaché. Elle dit, hey, il était au Jeu du Québec, dans l'équipe que je coachais. Je suis comme, OK. Puis tu sais, tu le vois, puis hey, quand tu regardes le truc de Basketball Québec, là, c'est lui qui est sur le cover. Mais tu sais, il était déjà prêt physiquement à jouer à NBA. C'est pour ça qu'il performe comme qu'il performe. Je pense que les gars de Montréal, ils vont avoir beaucoup de succès dans NBA parce qu'ils viennent d'un... C'est pas un milieu difficile comme aux États-Unis où c'est vraiment, mettons, DeMar DeRozan qui habitait à Compton, mais... À Montréal, pour aller dans NBA, il faut vraiment que tu travailles fort puis que tu aies une attitude de pitbull puis que tu t'abandonnes jamais pour te faire remarquer. Fait que je pense que c'est pour ça qu'un gars comme Lou Gant, c'est déjà un starter. C'est déjà une pièce clé du Thunder. Pour moi, la clé pour OKC en série cette année, c'est Lou Gant parce que c'est lui qui défend les meilleurs joueurs adverses. Et puis, un gars comme Karim Mané, tout le monde dit autour de lui que c'est un gars qui a une énergie incroyable puis que son éthique du travail, c'est comparable à Lou Gant. Donc, je pense que dans les prochaines années, là, tu commences à avoir des exemples plus concrets parce que Chris Boucher est arrivé plus vieux. Fait que je pense que les jeunes joueurs québécois vont commencer à avoir plus de modèles puis ils vont arriver dans NBA de plus en plus. On en a parlé, moi puis Will, de ça, du développement du basket au Québec. Puis il était fier de le dire que ça s'était beaucoup amélioré. Il m'avait raconté que quand il a commencé à jouer, même si c'était un gars de 6 pieds 6, ils l'ont développé pour qu'il soit capable de shotter un jeu complet. Puis c'est quand même, on parle de ça, très avant-gardiste 2004-2005. Là. Puis il disait que pour lui, ça avait eu une importance. Puis il encourage tous les parents à se réaliser ça. Que, tu sais, je disais qu'on checkait les stats des joueurs. Puis là, je disais, tu sais, Shaquille O'Neal, c'est une superstar, mais en shot, en ball handling, c'est pourri, tu sais. Mais c'était une autre époque. C'était une autre époque. T'es grand, t'es un poste. T'es petit, t'es un point guard, point. Fait que c'était ça beaucoup dans le temps. Maintenant, même avec Will, moi j'ai connu Will, je le connais pas par contre, mais dans le fond, quand j'ai vu Stephen Curry, c'est à cause de lui, parce c'est un des seuls matchs que RDS montrait de la à cause LeBron était là. Du tournoi de la NCAA.
Puis, je vois Stephen Curry, je suis comme, hey, c'est le fils de Dell Curry. Ouais. Puis là, je suis comme, lui, il va être bon. Puis là, non, regarde comment il est petit. Non, il va être bon. Comme, son père, c'est un shooter incroyable. Puis quand ils l'ont pris avec Golden State, je suis comme, OK. Puis là, tu vois, avec Golden State, ils se départissaient de leur meilleur joueur, puis garder lui. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils font là? Quand ils ont échangé Montel Ellis, le président des Golden State s'est fait huer. Là, il dit, puis c'était avec Chris Mullin, il disait, hey, trust the process. Puis l'année d'après, ils sont venus. L'année d'après, avec Mark Jackson, il commençait déjà à être bon. Puis là, ça fait c'est hot le basket. Moi, je veux que vous m'expliquiez des choses. On va y aller avec ce que moi je connais pas, puis que ce que les gens doivent comprendre. Moi, je veux comprendre tout le système du plafond salarial, des salaires, puis du système de points. C'est méconnu. Tu sais, le baseball, ils ont leur système à eux avec la taxe punitive. Le hockey, depuis un certain temps, on comprend comment ça marche, le plafond salarial. Au basket, comment ça fonctionne, la notion de salaire, les salaires maxi. Tu sais, des fois, on voyait LeBron James comme... je sais pas trop, être release pour re-signer parce qu'il voulait aller chercher le montant maximal. Est-ce que vous êtes capable de m'éclairer là-dessus? Mettons, quoi? C'est plus toi, parce que moi, la base, c'est qu'il y a des player options puis des team options. Donc, il y a une option, mettons, tu signes un contrat 2+1 avec un team option. Ça veut dire que tu as 2 ans de contrat garanti. Puis la troisième, c'est l'équipe qui décide est-ce qu'on va te prendre pour cette troisième année-là. Player option, c'est le même principe, sauf qu'il peut décider qu'après 2 ans, il part. Donc là, Kawhi, il reste 2 ans plus 1. Ça veut dire que dans 2 ans, il peut dire moi, je m'en vais en agent libre. Mais s'il décide de rester, il reste avec les Clippers. Ça, c'est le premier principe à comprendre vraiment avec la NBA. C'est ce qui est gros avec les contrats. L'argent, c'est déterminé souvent, mettons, le contrat maximal est déterminé par si tu as fait un All-NBA team, si tu as été un joueur étoile, il y a un peu comme des... C'est comme les barèmes. Ouais, c'est comme les bonus au hockey. Ça décide c'est quoi ton plus haut point. Puis pour le cap salarial, écoute, c'est compliqué, là, mais tu peux-tu signer des gars comme tu veux au salaire maxi? Il y a une taxe de luxe. Tu sais, mettons, l'été passé, les Lakers, c'était drôle parce que quand ils ont signé, quand ils sont allés chercher AD, il y avait comme 5 joueurs. Il y avait LeBron, Kuzma, AD, JaVale McGee, puis Danny Green. C'était tout. Puis là, fallait que tu remplisses l'équipe. Donc, tu peux pas dépenser jusqu'au plus haut, mais tu sais, les équipes qui veulent, ils ont une taxe de luxe puis ils peuvent la dépasser. L'autre concept, c'est un petit peu plus compliqué. C'est parce que il y a des clauses qui font en sorte que tu peux garder justement ce luxe-là. Donc, mettons, KD, quand il est signé aux Nets, là, il n'a pas signé avec les Nets. Il a signé avec Golden State, il a été échangé contre D'Angelo Russell. Ça fait en sorte que ce slot-là de KD, l'argent, on le remplace par D'Angelo pour garder ça. L'équilibre. Ouais, pour garder l'équilibre. Donc ça, c'est un autre concept qui est fascinant. Là. Les sign-in trades. Puis ça, justement, je pense que Chris Bosh a été changé, hein, quand il a signé avec le Heat. Je pense que le Heat a envoyé des choix de premier tour à Toronto. Peut-être, ouais. Je pense que c'était l'un des premiers qui a fait ça parce que le Heat avait besoin de faire de la place. Je pensais qu'il était aussi agent libre, mais non, t'as raison. Je pense qu'il était agent libre. Il était agent libre, mais on a fait un sign-in trade. Donc, tu sais, c'est vraiment compliqué, mais une fois que tu rentres dedans, c'est quand même... Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quand même un système. Est-ce que c'est un bon système? Est-ce que ça permet une forme de parité dans la NBA? Oui, mais les bonnes équipes sont bonnes. Mais c'est parce que ce qui est cool avec la NBA, c'est que, mettons, les contrats, c'est 4-5 ans. Puis il y en a qui prennent des 2-3 ans. Puis les joueurs, tu sais, mettons, dans la Ligue nationale, les joueurs, ils veulent pas signer 1 ou 2 ans parce que c'est un risque de blessure. Les joueurs de la NBA s'en foutent. Les joueurs de la NBA s'en foutent. Ils savent qu'ils vont faire plus d'argent encore dans 2 ans. Exact. Ils font confiance. C'est ça, ils préfèrent re-signer. Avec KD, il a signé c'était des contrats d'1 an à Golden State, là, parce qu'il savait que l'année d'après, il allait faire plus d'argent. Il avait confiance. C'est ça qui est cool, puis ça fait qu'il y a plus de mouvements de joueurs. Puis moi, personnellement, je suis un fan de ça. Je trouve qu'il y a plus de transactions, il y a plus de mouvements aux agents libres. Tu sais, un été où un été où Kawhi Leonard, Paul George, Anthony Davis, Kevin Durant, j'ai déjà dit, Kyrie Irving changent d'adresse. Là. Imagine dans la Ligue nationale, Sidney Crosby, Yevgeny Malkin, Alex Ovechkin, Austin Matthews, puis Connor McDavid, ils changent d'équipe en même été. Ça arrivera même pas dans les 10 prochaines années. Je t'ai dit, c'est les scénaristes de la lutte qui ont été pris dans le... Non, mais c'est ça. Mais c'est ça qui fait que la NBA aussi, les joueurs ont beaucoup de... Ils ont plus de pouvoir
que d'autres sports. Peut-être la NFL sont proches, là, mais non, même pas. La NFL, les contrats sont-tu garantis dans la NBA? Les contrats sont garantis. La NFL, c'est pas garanti. Okay. Moi, la seule pointe que je vais donner à la NBA, c'est ce qui me gosse le plus, là, c'est assez de faire des nouveaux jerseys, OK, guys? Là? T'aimes pas ça? Hey, je suis écœuré de ça. Non. Regarde, moi, là, pourquoi je suis un fan des Bulls, c'est qu'ils ont été quand même respectueux de leur couleur. Mais tu sais, quand, mettons, il y a des games des séries, puis je vois que tout le monde a son chandail des Raptors, mais il n'y en a pas un qui est de la même couleur. T'as le noir, t'as le rouge, t'as le blanc, du gold. Ils ont des différents. Mais pas tant que ça. Ils sont quand même. Mais je trouve que les équipes, tu sais, Golden State a un bout, ça avait plus de sens, là. Les Cavaliers, la même affaire. Je pense qu'ils ont été en finale avec un nouveau jersey à chaque fois. Je trouve que ce bout-là, la NBA, je suis comme, OK, les gars, là. Je pense que la NBA ont décidé de ne pas toucher à comme les Lakers, les Celtics, les Knicks, les Bulls, tu sais, les grosses équipes qui ont fait que c'est devenu big, ces équipes-là. Les Sixers non plus, ça n'a pas changé tant que ça. C'est plus les nouvelles équipes. Là, je mets les Cavaliers là-dedans parce que c'était un petit marché. Golden State aussi, avant que les Splash Brothers reviennent, là, c'était rendu pathétique. Là, mais on s'entend que les Warriors, c'est probablement l'équipe qui a eu le plus besoin de ça. Moi, j'avais jamais vu de ma vie un fan des Warriors de Golden State avant l'arrivée de Stephen Curry. À Star, le monde, il triple. Ouais. Mais tu sais, il y a des équipes, je trouve que côté chandail, ça avait plus de sens. Je trouvais ça difficile d'être dans l'esprit de l'équipe à cause de ça. Les Raptors, ils ont bien fait parce qu'avec le dinosaure, c'est ça l'affaire que je détestais. Les Raptors, là, le dinosaure, là, au début, là, j'étais comme. Le mauve? Là. Ouais, le mauve avec. Mais là, c'est rendu bon. Ouais, là, c'est bon. C'est rendu rétro. Puis c'est la même chose avec les Grizzlies de Vancouver. Là. C'est mes deux chandails préférés. Sérieux? Mais quand c'est sorti, ça, t'avais eux. Les Pistons, ils avaient changé ils étaient rendus turquoise. C'est drôle parce que Grant Hill dit tout le temps ça. Il dit ouais, j'ai changé la mentalité des bad boys de Pistons. Tu pouvais pas être un bad boys avec un gilet purple. Juste dire, les Nets de Brooklyn, quand ils ont fait leur rebrand, j'ai lu un article sur ESPN il y a pas longtemps. Là, dans le fond, c'était dans les années où leur uniforme était blanc, c'était les couleurs des États-Unis. Ouais. On voulait rebrand pour aller, on était au New Jersey, et on a failli s'appeler les New Jersey Swamp Dragons. Oh my God! Vous irez voir, là, le logo est horrible. Okay. Ah, il y a une couple d'équipes que je trouve que, tu sais, comme moi, j'ai un uniforme que je trouvais beau qui était intéressant, comme celui des Pacers, l'Indiana. Je l'ai toujours trouvé beau. Je trouvais que les couleurs faisaient basket, tu sais, les lignes, tout ça. Mais je trouvais qu'un bout, ça avait plus de sens quand même. Il y en avait trop des nouveaux. Je trouvais que quand tu veux développer une attitude de sport, je trouve ça beau de dire comme les Lakers, tout le monde le reconnaît, les Knicks. Tout le monde le reconnaît. Tu sais, c'est tellement important. Puis là, on dirait qu'ils jouent à essai-erreur, là. Tu sais, un peu. Tu sais, ils sont comme, celui-là, on l'aime moins, mais c'est pas grave. Il nous en reste, bon, on va le remettre dans un match important, le monde va l'acheter. Je veux savoir, le jersey, où ce que Brown fait le bloc. Les Swamp Dragons. Ah, mon Dieu! Ça, c'était à un vote de passer. Mais qui a voté pour ça? Il y a juste les fans des Krakens de Seattle qui comprendraient, là, genre. Ouais, là, c'est les pires, là, voyons donc. Ouais. Moi, je veux. Tu sais, c'est sûr que ce qui est drôle quand ça arrive en plus, ça, c'est que pour être sûr qu'ils passent, ils habillent souvent un gars de l'équipe pour le faire. Puis là, personne, tu sais, il devait être. Moi, je veux voir le pitch de vente. Le pitch de vente. Comment tu fais? Il y a un article de, je pense, 5000 mots sur ESPN qui raconte cette histoire-là. C'est du bonbon. Au début, quand les propriétaires sont allés voir David Stern, il a dit tu me niaises. Ouais. Puis finalement. Je pense que, je me souviens plus exactement, je pense que tous les propriétaires des Nets ont voté pour, sauf un. Mais voyons. C'est pour ça que ça n'a pas passé. Il y a tous les détails dans l'article. Je trouve que le nouveau uniforme des Nets, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a une attitude, il y a des couleurs que c'est un peu nouveau. Le basket, maintenant, on dirait que le mauve, là, il y a tendance à aller vers le mauve vite. Là. Il y a bien des équipes, j'étais là, my God, il me semble, le mauve, on peut se laquer. Le court de basket des Nets, il flash. Si tu penses que tu es dans un jeu vidéo, à chaque fois, OK, non, c'est vraiment une vraie game. Tu sais, là, les Suns, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'équipes que j'étais là, c'est quoi cet uniforme-là? Tu sais, puis c'est des équipes que, tu sais, quand ils arrivent pour être championnes, tu sais, le chandail que tu portais quand t'es champion, faut qu'il reste. Puis là, tu sais, il y a des équipes... Celui des Cavaliers, LeBron ne l'aimait pas. Parce que c'est la première fois qu'il mettait ça, puis ils l'ont stretché. Parce que lui, à un moment donné, il avait décidé de couper les manches. Puis ça avait fait un gros saga, puis il l'avait comme stretché, puis mais c'est la seule saison qu'ils l'ont mis. Là, après, il n'est plus jamais revenu. Mais ça, tu vois, c'est la première équipe, peut-être qu'il y en a d'autres, là, que je me trompe, qui ont commencé à porter quasiment des t-shirts.
sais que c'était plus des basketballs de... Les Warriors l'ont fait aussi au match de Noël en 2017, je pense. Je pense que c'était un trend qui a commencé. Mais les Cavaliers, ils portaient vraiment le noir avec écrit Cavaliers dessus. Là, ça faisait vraiment plus t-shirt que jersey de basket. Puis là, j'étais genre, tu vois, eux autres, ils prennent un autre virage, tu sais, puis ils doivent sûrement en vendre de moment donné aussi. Là, je regarde, et là, by the way, moi, un de mes préférés, mais je veux dire que je le trouve beau, mais le nouveau du Heat de Miami. Le Vice City, le Miami Vice, celui-là, je l'aime. J'ai celui de Dwayne Wade à la maison. J'étais genre, c'est vraiment hot. Faut que je me l'achète, celle-là. Il est tellement beau. Puis, by the way, c'est ça qui était triste, c'est que quand j'étais allé à la semaine du Super Bowl, ils ont retiré le chandail de Dwayne Wade 2 semaines après. Je rêvais de voir ça. Là, ils disaient speculation. Puis là, c'est parce que c'était là, tu sais, je disais faites-le là, tu sais, le 3 août, le 3 février, le 3, tu sais, ça arrête. Sûrement à cause des spotlights de exact. sport. Mais moi, lui, je le trouve tellement beau. Je trouve que le Heat ont été quand même fidèles à leur couleur ça longtemps. devrait être ça, leur nouvelle identité. Je trouve que c'est... Moi, je vote pour un rebrand total. C'est l'identité de Miami. Les équipes doivent y aller avec des équipes un peu flashy comme ça. Puis je pense que c'est pour ça que les Panthers de la Floride sont pas aussi populaires. Parce que c'est à Miami, dans le fond. C'est direct à côté. Ça fit. Si les Panthers voulaient rebrand puis y aller avec des couleurs comme ça puis un nom un peu plus flashy, je pense que ça serait mieux au niveau marketing. Fait que le Heat aille comme ça, moi, je serais 100% d'accord. Le court aussi est vraiment cool. C'est vrai que c'est beau. Mais tu sais, les Panthers aussi... La culture, c'est comme les sénateurs avec à Ottawa. Tu sais, les sénateurs, côté francophone, ils sont pas là. C'est pour ça qu'à Gatineau, je savais pas. c'est les Canadiens. Ouais. Puis les sénateurs n'ont jamais poussé assez fort pour là-dessus. Puis à Miami, c'est un peu la même affaire. Tu vois, à Miami, là, c'est cubain. T'as raison. Déjà là que le hockey n'est pas un des sports... C'est surtout dans le sud des États-Unis. Mais il faut que tu trouves une façon. Dans ce coin-là, c'est en bas de NASCAR. C'est ça. Ouais, vraiment. Même les Marlies. Ils ont été... le baseball, c'est cubain, ok, c'est parfait, mais le hockey, il faut qu'ils trouvent quoi. Le hockey, c'était dans la percée américaine. Il y a... Aussi, tu remarqueras que les marchés californiens, ils ont quasiment tous gagné des Coupes Stanley. Ça aide aussi dans le... Puis, surprenamment, moi, j'ai rencontré des gars là-bas quand j'étais allé. Puis, Tampa Bay, le Lightning, mon gars, c'est big. J'étais allé cet hiver. C'est big. Tu sais, eux autres, ils clenchent le baseball. Les Devil Rays passent 10e en arrière. Des fois, c'est... Les Buccaneers aussi, quasiment. Mais c'est peut-être pas tant que ça, parce que le football, il y a une grosse culture genre de tailgate. Puis, c'est pas souvent, fait que c'est bon. Mais moi, avec, j'étais allé au Lightning cet été. Puis, pas cet été, cet hiver. C'était ma meilleure expérience dans un arena de hockey. Sincèrement, c'est vraiment cool. Puis la démographie, comment le monde... Tu sais, à Tampa Bay, tu plus... Tu sais, comme à Miami, c'est tellement cosmopolite, c'est comme tellement... Je comprends ce que tu veux dire. C'est une ville... Tampa, c'est pas de même. Tampa, c'est une ville un peu plus normale. C'est... Je sais pas. Pas le même rayonnement. Exact. Tampa, c'est une belle ville où aller, mais c'est pas pantoute qu'il y a pas les plages de Miami, puis c'est pas les mêmes... l'eau est pas aussi turquoise et tout. Il y a pas le même nightlife. Là, faut que je vous ramène au basket, les gars. Faut que je fasse mon maître de discipline. Je veux vous entendre. Finale de la NBA, qui qu'on voit? Finale de la NBA, les gars. Raptors-Lakers. Moi aussi, je veux ça. Je veux ça, puis je veux que les Raptors gagnent pour enlever le curse de LeBron. LeBronto, c'est fini. C'est vrai que LeBron, il a eu tendance, il éliminait tout le temps les Raptors. C'est LeBronto. Toronto, c'est LeBronto. Pourquoi vous auriez pas aimé mieux? C'est sûr. Là, j'aurais aimé ça, les Clippers, mais je trouve que les Clippers n'ont pas de chimie entre eux autres. Ils ont le meilleur... Je trouve qu'ils ont la meilleure équipe au côté talent, le meilleur banc. Mais c'est pas normal qu'ils n'ont pas autant dominé. Ils sont deuxième dans qui gagne? Ils sont deuxième en ce moment, mais sont très, très... je pense qu'ils sont à 2 victoires des Nuggets. C'est ça. Puis... Mais je veux que les Raptors aillent en finale, juste pour que le monde arrête de parce que l'année passée, il y a un astérisque. Puis là, tu veux qu'il l'enlève cette année. Deux de suite, ça ferait comme, OK, l'année passée, OK, Kevin Durant, il était plus là. Mais cette année, tout le monde est en forme. Là, les Raptors gagnent sans Kawhi Leonard. Ça serait complètement fou. Moi, c'est parce que ça. Moi, c'était ça que j'aurais aimé, parce que s'ils jouaient contre les Clippers, là, tu bats Kawhi. Je trouvais que ça rendait ça fou. Mais c'est Will Chamberlain qui me... LeBron. Exact. Mais c'est plus que c'est Will qui m'a comme fait voir ça. Il a dit... Pour Kobe Bryant, je serais content que les Lakers trouvent une façon. Moi aussi, mais pour moi, les Lakers, c'est Kobe, Magic, c'est pas LeBron James. Ok, j'aime ça. Il y a un côté que
de LeBron qui va avec les Lakers, puis là, qui emmène AD, là, il est allé... c'est juste ce petit côté-là que j'aime moins de ça. Oui, ça serait beau, mais pour moi, si je parle de basket, ben oui, les Raptors contre LeBron, mais je veux que les Raptors gagnent, juste pour que le monde arrête de bâcher le Canada, puis que 2, c'est comme, regarde, c'est pas scripté, là. Personne s'attendait que les Raptors gagnent. Là. Et passé, comme tu dis, l'astérix, KD était pas là, LeBron n'était pas là. Ça a comme fait, je m'en rappelle, mon neveu aux States, il dit LeBron n'est pas en finale, tu vois que les codes d'écoute sont baissés. Je dis, ben, peut-être chez vous, mais. Chez vous, au Canada, c'est bon, là. C'est ça. Exact. Là, il était, ouais, c'est vrai. Ouais, nous, on a un pays. On a 2 océans. Puis, est-ce que, qu'est-ce que la NBA attend? Tu sais, c'est what's next après? Parce que, tu sais, mettons, là, on arrive avec Zion qui est en train de prendre plus de place. C'est quoi qu'on doit surveiller dans l'avenir de la NBA qui devrait être nouveau? Savoir c'est qui vraiment le remplaçant, savoir qui la super vedette. Parce que je pense que Giannis il est pas vieux, là, il est jeune. Mais je pense avec la prochaine génération, moi, je pense que c'est Luka Doncic. Personnellement. T'as Luka puis Ja Morant. Ja Morant ramène un Iverson. Oui, mais ça sera. Moi, je parle du joueur qui est considéré pendant des années comme le meilleur. Tu comprends? Ouais. Ben, je pense que ça va être Luka. Ostinez-vous, les gars, s'il vous plaît. Mais c'est entre Luka puis Zion. Parce que Zion, il y a un côté marketing encore plus gros. Puis Zion, le monde ne réalise pas. C'est pas juste des dunks, 1. Et 2, il est très efficace. Oui. En peu de temps. Et comme il va jamais sauter pour rien. Il est fragile. Oui, c'est ça. Il joue 15 minutes dans les matchs de qualification. Il a joué 21 matchs à date dans sa carrière. C'est tôt, mais moi, ça revient à tantôt quand je disais que les passes, ça vaut plus pour moi. Puis là, Luka, c'est un gars qui... je l'adore. Luka, c'est le gars qui rend son équipe meilleure. C'est lui qui fabrique les jeux. C'est lui qui distribue. Puis je pense que ça va être lui la prochaine. Sinon, écoute... Il y a le marché européen qui va aller chercher encore plus. Puis en même temps, il y en a qui s'en viennent dans les prochaines années qu'on ne sait pas encore. Emoni Bates, là, ouf. C'est le prochain Kevin Durant, c'est ce qu'on dit là. C'est un gars très grand qui. Lui, c'est un. Lui en ce moment il est au high school encore. Là. Fait que ça va peut-être être le premier qui va passer high school au prochain niveau. Fait que c'est à surveiller, mais tu sais, chez les joueurs, c'est pas mal eux là. Tu sais, mettons. Non, c'est vrai. RJ Barrett, je pensais vraiment qu'il allait avoir de quoi, mais il m'a un peu déçu. Mais là, ça va dépendre de Thibodeau. Je pense que c'est pas fini. Ça va dépendre de Thibodeau. Ouais. Si Thibodeau est capable de faire changer les Knicks, qu'est-ce qui est... Ça sera pas le travail d'un gars. Là, il va falloir que Leon Rose fasse des bons moves aussi parce que tant que tu vas avoir ce propriétaire-là, ça va être difficile. Mais les Knicks, jusqu'à preuve du contraire, vont rester les Knicks puis vont quand même continuer de donner des mots peut-être à Stephen A. Smith. C'est triste, par exemple. C'est triste parce que les Knicks, je les ai jamais aimés, mais il y avait quelque chose... T'aimes pas Patrick Ewing, mais c'est vrai que le Madison Square Garden. C'est la mecque du basketball, mais en même temps, is it really? Je trouve que ça ferait du bien pour le marché new-yorkais. C'est sûr qu'il y a eu les Super Bowls, mais les Knicks, c'est une belle équipe. C'est fou quand ils font les rendings des équipes qui valent le plus cher. Je suis comme, les Knicks? C'est les Cowboys. Quelle équipe est la plus triste, les Jets ou les Knicks? Parce que moi, j'étais un fan des Nets, pas des Nets, des Jets. Puis là, ça va pas bien. Jamal Adams a été échangé. CJ Mosley a opt-out. Ouh là là, je pense pas que je vais y aller cette année s'il peut avoir des fans. Oh mon Dieu. Mais les gars... aller voir les Knicks, ça coûte pas cher. Puis t'es à Madison. Tu vis ouais, c'est ça, tu vis... c'est incroyable. Pour vrai, les gars, je vais vous laisser là-dessus parce que j'aimerais ça vous recevoir encore. Mais honnêtement, les boys, ça m'a fait en sorte que j'ai encore plus le goût d'écouter du basket avec vous autres. Puis, tu sais, j'ai appris aujourd'hui. J'espère que le monde y a appris aussi. Puis c'est fou comment je considère que c'est en train de rentrer dans notre ADN. Ça va prendre plus de gars comme vous autres continuer de jaser de basket. Puis je suis fier d'avoir dit que, tu sais, on reçoit ici au Sportcaster tous les milieux des sportifs de salon, la boxe féminine, j'ai reçu tout le monde, mais le basket, je commence à... Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il a dit « C'est quoi ton top 3 de tes sports? » Puis là, tu sais, j'étais allé football en premier, puis là, j'ai dit « OK, après... »
Mais là, pour la 3e place, j'étais genre, c'est le basket! Bientôt, ça va être le numéro Là... Mais lui, il a changé. Moi, ça a changé. Moi, ça a changé Ouais, dans ça, les c'est années. intéressant. Ouais. Pour vrai, Kevin, j'encourage tout le monde à aller lire ton site web, aller au 360. Puis en même temps, Manu, toi, tu montes encore sur scène du stand-up? Tranquillement, je reviens dans le milieu, puis je en fais encore. J'espère te revoir en show dans pas longtemps. On va se timer. Je tiens à dire merci à Monsieur X pour cet épisode-là, pour la distribution H2O Média et surtout au studio de la machine 4771. Merci les gars, vous êtes toujours les bienvenus au Sportcaster. Merci beaucoup à toi, c'était bien cool.